bienvenue à la maison. Je m'appelle Stéphanie Ampard et j'ai beaucoup de chance parce que je crée des espaces d'interconnexion, de dynamique collective dans cette maison depuis plus d'1 an. Et donc, vous avez dû voir que sur vos chaises, voilà, vous avez trouvé une petite carte, ce que j'espère. Est-ce que tout le monde a une petite carte entre les mains? Une image? Alors à la Climate House, on aime bien parler de tête, cœur, corps. Ça veut dire simplement qu'on essaie de relier nos émotions, plutôt le cœur, à nos pensées et aussi à ce qu'on peut ressentir. Et on avait envie de vous faire vivre un tout petit moment d'1 minute d'interconnexion. J'aimerais vous demander juste de regarder cette image et sans vous poser trop de questions, vous demandez à quoi ça vous fait penser, le premier mot qui vous vient en tête, ce que vous ressentez, est-ce qu'il y a une émotion qui vient, est-ce qu'il y a un truc qui vous passe par le corps, et ensuite vous retournez vers, alors devant, derrière, à gauche, à droite, ça dépend, et partagez avec la personne qui est à côté de vous ce que vous pensez de cette image pour Paris demain. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette image pour Paris demain? Je vois déjà des sourires et des rires. On vous donne 1 minute pour échanger et justement partager justement un peu ce que vous ressentez et ce que vous rêvez pour demain. Je vous laisse 1 minute. À 3 parce que je suis à personne. Ah ouais, oui. On donne chacun par rapport à Alors moi c'est une ruine, je ne sais pas ce que c'est dit pour Paris demain, mais on va espérer que c'est à la fois merveilleux et à la fois ce qu'on peut avoir si on ne fait pas attention. Ouais, c'est pas très... J'entends, on fait un coup. Vous n'avez pas une petite chose tous les deux? Non, parce que là, la nature 3D, ça va C'est très pessimiste. Alors que là, il y a un regard. Là, il y a quand même un... Non, mais Dans là... l'avenir, même si le regard est un peu sombre, mais ça regarde vers l'avenir. C'est un avertissement à ce qu'il ne faut pas avoir. C'est ça. C'est peut-être les conséquences de Ça, c'est les couleurs de Paris. en espérant qu'on verra des animaux en vrai dans la ville, en 3D imprimante. Oui, ou alors ils sont en train d'inventer la 3D humain, donc peut-être que ce sera la nouvelle génération de création animalière. Voilà, on va dire. C'est vrai que c'est étonnant. Peut-être un habit pour protéger les animaux de l'exposition future. Voilà, on a dépassé la minute, mais on voit bien qu'on a plein de choses à se dire quand on a des images. Ce petit exercice, c'est aussi parce qu'on parle beaucoup de dérèglement climatique, mais il y a quand même un dérèglement narratif, on va se le dire. Donc utilisons nos imaginaires et je vous souhaite une très bonne soirée. Je récupère les cartes par contre parce que je vais en avoir besoin pour d'autres groupes. Bonne soirée. Bonsoir, j'ai l'honneur et la responsabilité de faire le mot de bienvenue à la Climate House. Alors je me présente, Olivia Blanchard, je suis une des 80 cofondatrices de ce lieu assez novateur, emblématique, on va dire maintenant, de ce quartier parisien. Alors qu'est-ce que la Climate House? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que déjà ça a été créé? Alors il y a eu un constat de se dire d'un côté il y a des entrepreneurs engagés, il y a l'économie et puis il y a l'écologie. Et si finalement en créant un écosystème dans lequel on pouvait tous se retrouver, on pouvait accélérer la transition et finalement faire de nouveau l'alliance entre économie et écologie.
Et puis ce soir aussi, c'était de se dire comment est-ce qu'on inscrit le politique dans cette alliance entre économie et écologie. Et donc c'est ça qu'on essaye de faire à la maison, c'est, on va dire, accueillir des entrepreneurs qui sont engagés sur ce sujet, c'est créer de la coopération entre les différents systèmes, secteurs, économie, entreprise, finance, chercheurs, scientifiques, et mettre tout le monde en fait dans une même salle pour créer des projets de coopération avec pour un objectif finalement vraiment accélérer la transition et que ce ne soit plus une idéologie ou une utopie, mais qu'on arrive à donner réalité à cette transformation et cette accélération. Et à côté de moi, je présente Grégoire. Ah, bien joué, super. On l'a répété. Hein. Thibaut. Merci. Alors c'était parce que depuis le début je t'appelle Olivia Grégoire. Ben voilà, c'est possible. Exactement. C'est possible aussi. Merci Olivia. Donc moi c'est Thibaut Grudler. Je suis, pour ceux qui étaient déjà là il y a un mois pour la réception d'Emmanuel Grégoire, donc je suis en responsabilité. J'ai été chargé par la Climate House d'organiser un cycle de conférences autour des municipales à Paris. Dans cette logique qui est celle de rassembler et de pouvoir échanger surtout sur les visions qu'il y a, parce que quoi de mieux qu'un maire aussi pour répondre aux enjeux du quotidien concernant l'écologie, mais aussi l'économie, la vie des entrepreneurs, la vie des commerçants, la vie des artisans. Donc c'était aussi l'objectif de vous rencontrer, de rencontrer l'ensemble des candidats. Donc merci Pierre-Yves Bournazel d'être présent ce soir. Merci beaucoup de jouer le jeu devant notre communauté. Je précise encore une fois que ce groupe de travail est ouvert à ceux qui veulent y participer. Donc tous les membres de la communauté sont les bienvenus. On a fait depuis le rendez-vous avec Emmanuel Grégoire donc 2 groupes de travail RETEX, donc retour d'expérience sur le dernier événement. Donc on a tendance à dire que le premier événement est souvent le brouillon, donc tant mieux, comme ça la meilleure version arrive maintenant. Donc on a un petit peu changé des choses, il y a 2 choses qui nous ont été demandées principalement. La première c'était de pouvoir solliciter un peu plus le candidat, notamment quand vous étiez vous dans la salle, si vous aviez des questions. Donc je vous invite tout de suite, vous avez vu peut-être qu'il y avait des QR codes qui étaient sur les portes. Donc on va aussi vous faire passer les affiches avec les QR codes dans les rangées, je crois que c'est par là, voilà, super. Vous allez pouvoir scanner ce QR code et vous allez être redirigé vers un Slido. Vous n'avez pas besoin de créer de compte, vous n'avez pas besoin même de donner votre identité. Vous allez pouvoir, si jamais vous avez des questions au cours de la soirée, les poser directement sur le Slido. Et auquel cas, donc Sarah qui va pouvoir nous faire coucou, je ne sais pas où est Sarah, elle va pouvoir lever la main. Elle est là-bas. Sarah est sur son ordinateur, elle va recevoir vos questions en direct et va essayer, sans trop couper l'interview par notre journaliste, mais essayer d'intervenir pour que vos questions soient posées en direct aux candidats. Donc voilà, donc ça c'est la principale chose, donc je vous laisse tous scanner ce QR code. Et la deuxième chose qui nous a été demandée, et beaucoup demandée, c'était de refaire venir Adèle Barbers. Hein Adèle? Pour ceux qui n'étaient pas là, Adèle est notre humoriste maison. Et bon courage Pierre-Yves Bournazel. Je donne la parole à Adèle et je vous souhaite à tous une bonne soirée. On aura l'occasion de boire un coup ensemble après. Merci pour cette intro, Grégoire. Bonsoir tout le monde. Quelle joie de revenir à la colloque pour cette deuxième session consacrée au municipal. Alors après Emmanuel Grégoire, dont on a établi le manque de notoriété, vous recevez un candidat nettement plus connu. Vous êtes dure, madame. Pierre-Yves Bournazel, si connu qu'en arrivant, on m'a demandé si je venais pour l'événement avec Pierrick Bournazel. C'est quand même plus proche que Thibaut et Grégoire, donc ça marche. Non, mais c'est que le début de la campagne. Enfin, je veux dire, c'est normal qu'il soit pas encore célèbre. Ça fait que 18 ans qu'il est élu à Paris, finalement. Alors, mollo, ok, on lui laisse le temps. Pour vous donner une idée, en termes de visibilité, Pierre-Yves Bournazel, si c'était un personnage dans la série Friends, ça serait Gunther. Vous l'avez très bien. Si vous ne l'avez pas, c'est exactement ce que j'essaye de vous dire. Voilà. Mais pas d'inquiétude, puisque je suis là pour le présenter. Alors Pierre-Yves Bournazel, qui n'est pas breton, donc est corrézien, comme Jacques Chirac. Il vient même précisément de Tulle, le fief de François Hollande, ADN régional prometteur. Hein. Enfance à Tulle, donc. Et d'ailleurs, il faut savoir que Pierre-Yves Bournazel était un enfant turbulent. Comme il l'a confié lui-même dans la presse, à 8 ans, il connaissait par cœur toutes les préfectures de France.
Et il regardait l'émission politique L'heure de vérité. Pfiou, on est passé vraiment pas loin de la maison de correction. Hein. Heureusement, il s'est ressaisi. Études de philo, Sciences Po Toulouse, et puis en 2005, il découvre Paris. Et là, coup de foudre avec la ville, c'était il y a 20 ans. Vous fêtez donc vos noces de porcelaine. Félicitations. Enfin, attends, non, parce que pour qu'il y ait des noces à fêter, il faut qu'il y ait union, et donc consentement des deux parties. Ah, et si Pierre-Yves a fait plusieurs fois cette demande, hein, sa demande de mariage. Ouais, elle valide. Ouais, elle passe, oh, merci. Non, mais c'est vrai que pour l'instant, Paris n'a pas encore dit oui, quoi. C'est évidemment, elle est dure à convaincre. Et c'est la 3e fois que Pierre-Yves Bournazel se présente aux élections municipales. Première fois en 2014, quand il était UMP, et il a dû laisser sa place à Nathalie Kosciusko-Morizet. Il a réitéré en 2020, et il a dû renoncer pour allier le camp de la REM, porté par Benjamin Griveaux, lui-même remplacé en urgence par Agnès Buzyn, pour une sombre histoire voilà, cliché de Kiki. Ça a dû être rageant pour Pierre-Yves, après coup, de se retirer et de pratiquer le Electus interruptus. Ils parlent tous latin, c'est formidable. Cette fois, Pierre-Yves est déter. Et il va rien lâcher, parce que première victoire déjà il y a 3 semaines, Pierre-Yves Bournazel, qui était cavalier seul jusque-là, a été rallié contre toute attente par le parti Renaissance. Gabriel Attal l'a choisi, lui et pas Rachida Dati, qui pensait pouvoir être la candidate légitime parce qu'elle a elle-même quitté les Républicains pour bosser pour Macron. C'est une vraie sitcom quand même, vraiment le truc. Je sais pas si vous mesurez, mais c'est majeur en vrai ce qui s'est passé là. Là, c'est comme si Gunther, il démarrait une colloque avec Ross. Voilà. Et il apparaissait dans tous les épisodes. On en est là, c'est bien. Pierre-Yves se lance donc en campagne avec un petit déséquilibre de notoriété face à Rachida Dati, évidemment. Le pire, c'est que j'ai découvert qu'il a travaillé pour elle. Vous confirmez? Il y a longtemps, oui. Oui, il y a longtemps. Mais quand elle était ministre de la Justice, en tant que conseiller communication. Cette compétence de communication, vous avez le droit de l'utiliser pour vous-même. Hein. Vraiment, ça n'a pas de problème de déontologie. Je vais faire. Donc pour cette 3e campagne, et pour qu'elle soit la bonne, que propose Pierre-Yves Bournazel? Alors déjà, entre Grégoire qui veut plus de vélo et Dati qui veut le retour des bagnoles, Pierre-Yves a décidé d'aller sur ceux qui restent, les piétons. Et c'est pas con, mais non, c'est pas con, parce que tu sortes du parking ou que tu viennes de poser ton vélo, il y a forcément un moment où tu marches. Et pour Pierre-Yves, un marcheur est un lecteur. Voilà. Donc priorité aux piétons. Et pour ça, il faut que conducteurs et cyclistes respectent ce qu'il appelle le code de la rue. Il est strict, Pierre-Yves Bournazel. Donc peut-être qu'on va découvrir que son hymne de campagne, c'est un morceau de rap, quoi. The Notorious P.Y.B. Comme personne ne l'appelle, hein, évidemment. Son programme aussi, c'est de remettre Paris en ordre de marche. Ordre de marche, en marche, ça sonne très 2017 quand même. Hein. Voire 1942, si tu prends un accent allemand. Oh. Non, j'exagère. Oh non, j'exagère parce que c'est même tout le contraire, le projet de Pierre-Yves Bournazel. Parce que déjà, il veut être un maire anti-pagaille. Donc a priori, sa politique de sécurité, c'est de corriger les chenapans. Et ensuite, il veut une gouvernance plus ouverte, plus horizontale, à l'écoute du besoin des gens, dans la bienveillance. Pierre-Yves Bournazel, c'est le premier candidat Montessori. La Climate House va vous adorer. Il insiste aussi sur le fait que ce qu'il veut porter, c'est un changement positif. Ben, c'est vrai que c'est plus porteur qu'un changement pourri, évidemment, c'est pas mal. Là, on retrouve le communicant quand même, hein, c'est pas mal. Au final, Emmanuel Grégoire nous disait que c'était souvent le candidat le moins connu qui l'emporte à Paris. Pierre-Yves, vous avez toutes vos chances. Hein. Alors, regardez 2020, qui aurait pu prédire le Zizi Gate? Personne. 2026, Rachida, déjà, il y a ces histoires de bijoux. Il suffit de trouver une crasse sur Emmanuel Grégoire et vous êtes bon. D'autant que Mediapart ne sait pas qui vous êtes, donc il n'y a vraiment aucun risque. Bon, moi je vous conseille de suivre les préceptes de votre philosophe préféré sur lequel vous avez fait un mémoire, donc Søren Kierkegaard, et qui dit que l'existence est un saut, un acte individuel, libre et vertigineux. Ce que mon philosophe préféré a traduit par cette grande pensée, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, sur un malentendu ça peut marcher. Voilà, c'était tout pour moi. Merci. Et maintenant, je vous laisse dans les mains expertes de notre journaliste professionnel Alexandre Bouchard. Mesdames et messieurs, Adèle Barber. Vous me trouvez. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce deuxième rendez-vous climat et municipal. Merci d'accueillir tout de suite notre invité du soir. Il est conseiller de Paris et coprésident du groupe Union Capitale au Conseil de Paris. Voici Pierre-Yves Bournazel. Bonsoir.
Bonsoir Monsieur Merci de votre Bournazel. accueil. Mais nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci beaucoup de prendre ce temps pour venir présenter une partie de votre campagne et discuter ici à la Climate House des enjeux d'adaptation et de lutte contre le changement climatique. J'ai quelques questions, je vous préviens. Mais d'abord, on va s'échauffer. Je vous sers un verre d'eau d'abord. Ouais, ce fait-ci. Ils sont sympas, ces candidats. Merci beaucoup. Je vous propose un petit échauffement avant de rentrer vraiment dans le cœur du programme. C'est extrêmement simple. Je vous pose une série de questions, vous répondez par oui ou par non. Juste oui ou non. Pour en modérer, c'est pas facile. Hein. Oui, mais vous allez voir, c'est normalement, on y arrive. Est-ce que vous êtes prêts? Go. Oui. Pour travailler, est-ce que vous préférez vraiment le bureau de maire de Paris à un desk à la Climate House? Non, parce que je connais le bureau de maire de Paris, donc je ferai avec, mais c'est pas le bureau qui permet le mieux la communication avec les membres de son cabinet. Je vais la refaire. Donc non, je préfère Oui travailler ou non? ici. Ah, d'accord, très bien. Travailler ici. Dites-moi juste oui ou non. Parce qu'après j'ai plein de questions. C'est non. C'est non. Voilà. Un café avec un entrepreneur à 7h du matin, est-ce que c'est trop tôt? Non, c'est pas trop tôt. Non. Une réunion publique avec des startups engagées à 19h30, est-ce que c'est trop tard? Non. Est-ce que vous seriez prêt à créer un conseil des entrepreneurs parisiens? Oui. La mairie pourrait-elle instituer une préférence régionale et acheter davantage auprès des PME et startups parisiennes? Oui, j'aimerais. Oui. Oui. Un maire ou une maire d'arrondissement doit-il ou elle vraiment être bien sapé? Le costume à 37 000 euros. Oui, mais pas avec l'argent des contribuables. D'accord, je l'accepte celle-là. À la VAR, elle passe. Installer des panneaux solaires sur tous les toits publics, est-ce que c'est faisable? Non, c'est pas faisable, mais j'aimerais que ce soit faisable. D'accord. Mais non. Un oui, mais c'est un... Ok. Zéro voiture thermique à Paris avant 2030, ça vous paraît réaliste? C'est pareil, même réponse. J'aimerais, et c'est l'objectif. Édouard Philippe a-t-il bien fait d'appeler au départ anticipé d'Emmanuel Macron? C'est un oui non. Je suis donc soutenu par Renaissance et Horizon. Joker. Alors, le Joker étant ni le oui ni le non, techniquement, je vais vous poser la question. Eh bien, il y a une réponse de Normand. C'est possible. Peut-être d'un oui, peut-être d'un non. D'accord. Ouais. Ça peut être un peu long. Vous avez quelque chose? Je cherche un peu, ouais. Peut-être ben oui, peut-être ben non. Voilà, exactement. D'accord. Toutes les aides municipales devraient-elles être conditionnées à des résultats mesurables en matière de réduction d'émissions? Oui. Maire de Paris, c'est plus compliqué que Premier ministre? Non. La loi PLM vous semble être une bonne réforme du mode de scrutin du maire de Paris? Oui. Ouais. Celle-là, vous l'avez... Oui, d'accord. L'élection du maire de Paris a évidemment un retentissement national. Est-ce que vous pensez que les électeurs et les électrices se prononcent vraiment sur la base d'un programme local? Oui. Édouard Philippe a-t-il bien fait d'appeler au départ anticipé d'Emmanuel Macron? Je cherche. Est-ce que vous êtes prêt à ce qu'on vous tienne responsable des problèmes de métro? Comme maire de Paris, donc. Oui. Non. Mais on peut pas expliquer pourquoi. Parce que c'est pas directement la compétence de la mairie. C'était le sens de la question. Est-ce que vous aimeriez bien répondre par plus que oui ou non à mes questions? Mais ça... J'adorerais. Oui, d'accord. Alors ça tombe bien. Oui. Oui. Alors on va s'y mettre justement. J'allais dire consoeur, mais en fait vous allez voir, on fait pas vraiment le même métier. Mon amie Adélaïde Barber a rappelé votre longue histoire politique à Paris et votre longue histoire aussi avec les élections municipales à Paris. Votre toute première campagne date de 2006, vous appartenez à l'époque à l'équipe de Françoise de Banafieux. Vous avez ensuite été candidat aux primaires de la droite parisienne, vous étiez tête de liste UMP UDI Modem dans le 18e arrondissement pour les élections municipales de 2014. Vous fûtes donc candidat à la mairie de Paris en 2020 avant de rallier Benjamin Griveaux. Première question, vous avez d'autres passions dans la vie que de devenir maire de Paris? Oui, j'ai d'autres passions. Oui. Allez-y. Ah, mes passions? Qu'est-ce que vous faites le dimanche quand il n'y a pas meeting? J'aime voir des amis d'abord.
J'aime aller au resto, au cinéma, au théâtre, j'aime lire, j'aime marcher, j'aime faire du sport. Et de temps en temps, quand je peux m'évader, je vais voir ma famille chez moi, en Corrèze, voilà. On m'a demandé une question perso, donc voilà, comme ça vous pouvez rencontrer Profiter davantage. de la vie. Voilà, Pierre-Yves Bournazel. Deuxième question, moins perso, j'en suis navré. Hein. Les derniers sondages vous créditent de 14 à 15% au premier tour. C'est donc un score qui vous qualifierait au second tour, où vous seriez face à Rachida Dati, qui aujourd'hui est entre 26 et 28%, et Emmanuel Grégoire, qui est entre 20 et 24% selon les alliances à gauche. Au second tour, dans le cas du triangulaire avec vous, donc, la gauche unie menée par Emmanuel Grégoire gagnerait le match avec 42% des voix. Rachida Dati en regrouperait 39%. C'est un sondage IFOP qui date du début novembre. Au deuxième tour, en cas de triangulaire, avec qui feriez-vous alliance et à quel prix? J'espère que votre question est une plaisanterie. Parce que je suis candidat pour être maire de Paris. J'entends bien. Je ne suis pas candidat pour être le supplétif de Mme Dati et de M. Grégoire. Non, mais la question peut aller dans les deux sens. Il y a un sondage IFOP là, que vous avez évoqué qui est intéressant. C'est d'abord qui montre que j'ai la dynamique la plus forte quand d'autres se tassent. Je suis peut-être le moins connu, mais parfois on gagne à être connu quand des gens ne méritent pas d'être bien connus. Et je crois qu'une campagne, c'est une vérité. Et je crois que les Parisiens méritent vraiment d'avoir le choix de ne pas subir un match du passé contre le passé qu'on veut leur imposer. Il y a une majorité qui est en place, avec ses réussites et ses échecs, et c'est normal, car tout bilan est contrasté. Et la zone est grise. Alors ceux qui n'aiment pas Madame Hidalgo vont dire que c'est gris foncé, ceux qui l'aiment bien que c'est plutôt gris clair. Chacun dira ce qu'il pense du bilan. Mais ça fait un quart de siècle, c'est la même équipe, qui a besoin d'une respiration démocratique et qui a besoin de ne pas être dans une logique d'héritage. Et de l'autre côté, je trouve qu'il y a une offre qui serait une régression pour Paris et un retour en arrière. Et ma démarche, c'est une démarche effectivement d'un élu de Paris qui est moins connu, mais pas moins connu que M. Grégoire et M. Béliard, qui a acquis une légitimité, qui a envie de dire sa part de vérité. Et je sais que je suis un challenger, mais je y vais pour gagner. Et le matin, quand je me lève, je ne me dis pas si je vais rejoindre Mme Dati ou M. Grégoire. Je veux amener de la clarté sur les valeurs et je veux convaincre, parce que je pense que la démocratie, c'est l'art de convaincre, c'est l'art d'additionner des compétences et des talents, et c'est l'art aussi de bousculer les matchs. Et donc, je ne passe pas du tout dans cette perspective. Mais il vous faudrait rassembler, il vous faudrait trouver un réservoir d'électeurs et d'électeurs. Et bien sûr, et donc le sondage démontre aussi dans une autre question que s'il y avait une triangulaire et placée dans cette hypothèse, je l'emporterais. Et c'est aussi... Sans passer d'alliance. Ma question ne va pas alors, à quelle liste allez-vous rejoindre, c'est aussi à quelle liste demanderiez-vous de vous rejoindre. En tout cas, je suis clair sur mes valeurs, je sais ce que je suis, ce que je ne suis pas, ce que je pourrais faire et ce que je ne pourrais pas faire. Et je tiens à dire que je pense que j'ai moins de questions ou d'équations à résoudre que les candidats que vous avez cités. Je pense que M. Grégoire, qui dit légitimement qu'il ne s'allierait pas avec LFI, veut aussi s'allier avec M. Béliard, qui lui dit « je veux l'alliance avec LFI ». Ça a été redit il y a 10 jours, donc à un moment donné, il va falloir choisir. Soit il ne faut pas faire avec M. Béliard, qui veut faire avec LFI, soit il faudra faire avec M. Béliard, mais il faudra faire avec LFI. Et de l'autre côté, j'ai lu Le Figaro comme vous, puisque vous avez lu le sondage IFOP. Et dans Le Figaro, j'ai été frappé de deux choses. D'abord de l'éditorial de M. Tabar, qui écrit que Mme Dati pourrait s'allier avec Mme Nafo, et qu'ensemble, ça pourrait construire une majorité pour Paris. Et je lis aussi dans un papier qu'il y a un off, vous savez, tous ces gens qui parlent en off, on ne sait pas trop qui c'est, mais qui évoque cette possibilité d'alliance qui permettrait évidemment d'additionner des voix. Eh bien moi, je ne serai jamais avec LFI et je ne serai jamais avec Mme Nafo. Je sais d'où je viens, je sais ce que je veux pour Paris, j'y vais pour gagner, mais je ne gagnerai pas Paris en trahissant mes valeurs. Je préférerais même perdre les élections, mais je vais les gagner. Si c'est le cas, vous appliquerez donc votre programme, c'est quand même le but. Votre programme met en avant, et je le cite, votre combat pour la transformation écologique. Vous dites vouloir défendre une véritable planification écologique des politiques locales et même présenter un nouveau plan local d'urbanisme. Concrètement, comment est-ce que cela s'incarnerait? Comment est-ce que les Parisiens et les Parisiennes vivraient ou verraient votre planification écologique des politiques locales? Et du coup, ce nouveau PLU, est-ce que c'est une piétonisation agrandie des voies sur berge? Est-ce que vous vouliez plafonner la surface des bureaux constructibles? Bref,
Très concrètement, ce nouveau PLU et cette planification, comment l'envisagez-vous? D'abord, il y a un projet qui est porté par la ville de Paris depuis de nombreuses années avec Constance, avec Bertrand Delanoë, puis avec Anne Hidalgo, qui est la transformation écologique de notre modèle. Il y a des acquis, il y a des choses qui ont été faites, qu'il faut garder, et puis il y a des manques. Et il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, c'est un peu l'angle mort, et il faut en parler. J'en parle au Conseil de Paris, je vais en parler dans cette campagne, j'agirai dans la prochaine mandature. C'est l'endettement de Paris. Parce que vous allez avoir des candidates et des candidats qui vont vous faire plein de propositions et plein de promesses. Mais comment vont-ils financer cela? Et donc, on va parler de votre plan pour remettre, mais vraiment juste, et je vous promets, c'est vraiment une question, on y arrive, mais juste pour, encore une fois, cette idée de concrétiser cette planification dans des actes. On reviendra sur leur financement, vous avez tout à fait raison, il est capital. Mais juste là, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui vont nous regarder après, comment est-ce que cela va s'incarner? Qu'est-ce qui changerait à Paris avec ce nouveau PLU ou selon cette planification écologique? Je vais y venir, mais c'est important d'expliquer la démarche, c'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire comment on vit à Paris, et dans le Grand Paris, puisque nos destins sont liés, en 2050. Comment on lutte contre le réchauffement climatique et comment on est dans une ville habitable. C'est ça la grande question. C'est le grand défi de notre siècle, et c'est un combat qu'on doit mener en commun. Vous, de la Green Tech, avec nous, Ville de Paris, avec les associations d'ailleurs, avec les citoyens, parce qu'ensemble, on peut mutualiser un certain nombre de compétences et de moyens. Et donc derrière, il faut planifier, c'est-à-dire qu'il faut avoir une stratégie. Quel est l'objectif en 2050 et comment on y arrive et comment on finance? C'est pour ça que j'ai commencé par ça, parce que nous avons des propositions sur le financement. Car c'est 500 millions d'euros, un demi-milliard de plus par an d'investissement qu'il nous faut. On le trouve où? Nous, on a des idées, on va les mettre sur la table. Et donc la planification écologique, c'est évidemment d'avoir un plan local d'urbanisme bioclimatique avec des réponses qui ont été amenées par celui qui a été voté, mais il y a des changements plus profonds à amener. C'est d'avoir une stratégie sur les mobilités et déplacements, pour le piéton, pour le vélo, pour les transports en commun. C'est la planification sur, évidemment, l'écohabitat, sur la rénovation thermique. C'est la planification sur l'alimentation, sur l'eau, sur la Seine. C'est la planification sur le verdissement des toits. C'est la planification évidemment aussi sur nos écoles, sur tous les bâtiments publics municipaux, sur l'aide aux copropriétés pour la transformation de leur immeuble. C'est tout ça qu'il faut planifier. Et donc tout ça demande une vision, ça demande une stratégie, ça demande une méthode de gouvernance horizontale pour associer toutes les compétences, tous les savoir-faire et délivrer des politiques publiques qui soient efficaces, où il y ait des solutions, où les Parisiennes et les Parisiens voient les résultats au fur et à mesure. Et pour ça, il faut un financement. Pour ça, il faut dégager des marges de manœuvre. Et donc, j'attends les questions suivantes pour ne pas déborder. Je vais vous poser du coup la question tout de suite sur le financement. On reviendra après sur tous les points que vous avez abordés qui sont capitaux, hein. La mobilité, les circuits courts. Effectivement, tous ces investissements vous coûtaient très cher. Vous redonniez un chiffre à l'instant. Or, dans son dernier rapport publié fin septembre, la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France indique que l'encours de la dette de la ville de Paris est de 9,3 milliards d'euros. En fin 2024, c'est près de 20% de plus entre 2021 et 2024. Votre programme, c'est vraiment un des axes qui est mis en avant, hein, met l'accent sur une meilleure gestion de la ville de Paris. Est-ce que ça signifie que vous lancez un grand plan d'économie ou que vous arrêtez les projets de transformation écologique ou, comme vous le disiez, que vous dégagez des marges de manœuvre, et si oui, comment? C'est des sujets que je porte depuis très longtemps. On pourra reconnaître, moi, cette constance au Conseil de Paris où je dis, au moins depuis 2014, la trajectoire de l'endettement de Paris est une mauvaise trajectoire et elle va nous amener à un moment à une impasse. Et nous y sommes arrivés. C'est le fameux angle mort. C'est le rideau qu'on pourrait tirer et derrière, il y aurait marqué c'est une impasse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le budget que nous appliquons en 2025, qui a été donc voté en décembre 2024, on augmente les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire le train de vie, l'hôtel de ville, pour faire simple, et on baisse les dépenses d'investissement pour la première fois. Voilà où nous amène la dette. Aujourd'hui, la dette, elle sert à financer plus le train de vie, plus le fonctionnement que l'investissement pour les besoins des Parisiennes et des Parisiens. Et donc, c'est avec cette politique qu'il faut rompre. Et je porte un plan d'économie. Alors, je ne voudrais pas être trop fastidieux parce qu'il y a beaucoup de propositions, mais nous voulons agir pour débureaucratiser l'administration parisienne. Il y a par exemple à Paris 22 directions, mais 42 directeurs. On a pu multiplier les sous-directions.
On a multiplié l'encadrement, c'est-à-dire qu'on a créé des normes supplémentaires, on a démotivé et découragé les agents de terrain, et on a multiplié les postes de dépenses. Je ne rappelle même pas qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui s'occupent de la communication de la ville de Paris, qui ont fait le bonheur de beaucoup de journalistes et malheureusement des rapports de la Chambre régionale des comptes. Il faut lutter contre l'absentéisme à Paris. Il y a un taux d'absentéisme qui est trop élevé. Et je crois qu'il faut muscler nos deux jambes. La jambe positive du bien-être au travail, qui mérite une vraie attention, car contrairement à ce qu'on pense, les fonctionnaires et agents publics de la ville de Paris méritent une meilleure préoccupation de la ville. Je pense qu'il faut multiplier le suivi médical, social et psychologique des agents et des fonctionnaires qui en ont besoin. Il y a des efforts à faire en la matière. Il faut installer sur le temps de pause plus d'accès à la culture et au sport. Or, quand on regarde la situation que j'ai évaluée avec beaucoup de fonctionnaires et agents dans différentes directions, il y a beaucoup de manquements. On est très en retard par rapport à d'autres collectivités et très en retard par rapport aux entreprises parisiennes. Et le bien-être au travail, c'est aussi la motivation et c'est lutter contre l'absentéisme. Et il faut muscler une deuxième jambe, qui est aussi les sanctions. C'est-à-dire que quand il y a des certificats médicaux abusifs, eh bien, il faut sanctionner. Et pour ça, il faut faire un contrôle administratif de ces certificats médicaux. Ça n'existe pas aujourd'hui à Paris. C'est ce que M. Urmic fait par exemple à Bordeaux, maire Europe Écologie Les Verts. Nous le ferons à Paris, comme nous ferons appliquer d'ailleurs, puisque quand on est maire, on applique la loi, faire appliquer tout simplement les 35 heures qui ne sont pas appliquées aujourd'hui à Paris. Et c'est un vrai problème d'inégalité et de services rendus. Et ces mesures, c'est aussi des mesures d'économie sur le train de vie, l'hôtel de ville. C'est des mesures qui nous amèneront à réduire les dépenses de fonctionnement. Je vais supprimer les voitures avec chauffeur pour l'ensemble des élus et des hauts fonctionnaires de la ville, c'est 25 millions d'euros d'économie. Je vais supprimer les jetons de présence pour les élus dans les sociétés d'économie mixte de la ville de Paris. Je vais supprimer le journal à Paris, le journal papier que personne ne lit. C'est 45 milliards sauvés sur une mandature et c'est quelques millions d'euros d'économie réalisés également. Nous allons multiplier ces efforts-là pour que les élus, les hauts fonctionnaires, fassent un effort aussi dans la maîtrise de l'argent public dépensé. 1 euro d'argent public doit être 1 euro utile pour Paris, pour les Parisiens, et 1 euro d'argent public doit être traçable. Et ces efforts-là vont nous permettre de baisser l'endettement, de maîtriser au moins la fiscalité, et demain, de pouvoir retrouver des marges de manœuvre pour donner des priorités d'investissement. Le demi-milliard qui est demandé par le rapport de l'OCDE de plus pour financer la transformation écologique, on ne le trouvera pas à coup de yaka et de faucon. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que c'est pas facile pour quelqu'un de modéré qui essaie d'approfondir les sujets de répondre par oui-non, et c'était un peu un jeu et une provocation, parce que je vous sens un peu taquin, et moi je le suis aussi un peu, et c'est sympa. Je vois pas du tout de quoi. Et le sujet prioritaire, c'est dégager ces marges de manœuvre, parce que la transformation écologique, elle est urgente, il faut accélérer, et concrètement, quand je dis que dans l'investissement, j'arrêterai une partie de la préemption, qui coûte aujourd'hui des centaines de millions d'euros par an aux contribuables, je vais réorienter ces crédits sur la rénovation thermique, qui me paraît une mesure de justice écologique et de justice sociale, que ce soit chez les bailleurs sociaux ou pour aider les copropriétés à pouvoir faire leur rénovation et pour pouvoir baisser la facture énergétique et avoir une ville et un habitat plus proche des besoins d'un Paris habitable pour 2050. Ce sera un de vos axes de transformation écologique, parce que c'est un des axes qui nous intéresse ici. Il y a quand même 43% des logements qui ont déjà été audités dans le Grand Paris qui sont des passoires thermiques. Les plans nationaux, pour le moment, sont à l'arrêt. Il y a donc un plan d'action spécifique que vous préparez à la mairie pour soutenir la rénovation thermique énergétique. Tout à fait. Grâce aux mesures d'économie, ça va nous permettre d'abonder notre fonds pour soutenir la rénovation thermique, qui est un impératif écologique et qui permettra d'obtenir des résultats pour avoir une vie habitable, car c'est l'objectif. Il y a urgence à agir. C'est un contre-la-montre. Le temps file et il ne faut pas regarder ailleurs. Je pense que nous avons besoin d'additionner toutes nos compétences et nos talents. La puissance publique, la ville peut impulser. On va former aussi nos fonctionnaires et agents publics à tout ce défi de transformation écologique. Il y a des métiers qui doivent améliorer leur formation pour être plus proactifs. On a besoin du monde de l'entreprise, de vos savoir-faire, de votre compétence, de votre technicité, pour la mettre aussi au service de Paris, du Grand Paris et des Parisiennes et des Parisiens en général. On a besoin des associations et de la mobilisation citoyenne. On a besoin d'additionner pour y arriver. Donc cette stratégie, cette gouvernance peut nous permettre d'obtenir des résultats plus rapides. Juste un exemple, la rénovation thermique des logements sociaux, puisque ce sont des bailleurs qui appartiennent à la ville de Paris. Et là, la ville de Paris, c'est elle qui décide.
plutôt que faire de la préemption, que je vais garder quand même pour l'insalubrité, pour remettre aux normes, mais acheter un appartement privé en face de chez vous parce qu'il est à vendre au prix du marché pour le transformer de logement privé en logement social, ça ne règle pas le problème du logement, parce que ça ne crée pas de l'offre supplémentaire, ça transforme juste un logement de catégorie à une autre. Ça coûte très cher aux contribuables, je préfère récupérer cet argent pour investir dans la rénovation thermique. Ce qui nous permettrait de rénover l'ensemble de notre parc social, prévu en 2060 aujourd'hui, à 2035. C'est quand même une sacrée accélération. Ça nous permettrait d'avoir des résultats plus tôt, plus vite, de lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est une question de justice sociale parce que les femmes et les hommes qui vivent dans le logement social, eh bien, auront leur facture énergétique diminuée. Et par ailleurs, évidemment, on aura moins de consommation d'énergie. Et donc, par définition, on participera à la lutte contre le réchauffement climatique. Et Paris sera une ville exemplaire à l'inverse. Vous parlez à l'instant d'additionner les compétences oui. et les savoir-faire. Emmanuel Grégoire, qui était donc notre premier invité il y a un mois, avait dit être prêt à créer un conseil scientifique pour orienter les politiques publiques en vue d'une transformation écologique. Est-ce que c'est un projet que vous pourriez reprendre? Est-ce que ça vous semble être une bonne idée? C'est une bonne idée. Je ne sais pas que je la reprends parce que c'est une idée que je porte, que j'ai portée même dans des précédentes candidatures et de démarches. Alors en 2014, j'avais déjà porté cette idée, mais je n'ai pas été élu à la primaire. C'était Nathalie Kosciusko-Morizet qui a été élue. Comme je suis respectueux de la démocratie, je l'ai évidemment soutenue. Mais j'avais porté cette idée, c'était déjà un conseil scientifique et des entrepreneurs autour du maire de Paris et de son équipe municipale pour apporter leur expertise, leur vision sur les grands sujets justement de planification, sur l'urbanisme, sur les déplacements, apporter leurs compétences qui pourraient être mises au service de toutes et de tous, c'est-à-dire le service public municipal pour être plus efficace et doit pouvoir s'appuyer sur tous les savoir-faire. Et je pense que le monde de l'entreprise peut amener un certain nombre d'expertises qui sont utiles et la puissance publique, elle, peut aider aussi à développer le travail des entrepreneurs à Paris en leur donnant les moyens de pouvoir créer, d'inventer, d'innover et de s'épanouir dans cette ville qui doit avoir un temps d'avance sur ces questions-là. Cette ville dont vous parlez à l'instant, pardonnez-moi, elle vit depuis quelques années au rythme des travaux, notamment des travaux de voirie, qui ont permis de créer plus de 1500 km de linéaires cyclables, parfois aux grandes dames des automobilistes, il faut bien le dire. Vous avez toujours soutenu le développement du vélo à Paris, hein, vous étiez un des soutiens du Vélib lorsqu'il a été lancé. Or, la place des différentes modalités de transport sera un thème très important. Rachida Dati et Caroline Mégarry, d'ailleurs aujourd'hui, candidate LFI dans le 12e arrondissement, elles aussi trouvent que le piéton a été un peu oublié et qu'il faut trouver un meilleur équilibre. Vous qui êtes un soutien des plans vélo, est-ce que vous comptez accélérer la mise en place de plus de lignes ou la sécurisation de plus de pistes cyclables, ou est-ce que, au contraire, il vous semble plutôt important de temporiser cette évolution des modalités de transport? Je pense qu'il ne faut pas opposer les modes de déplacement les uns aux autres, parce que sinon on se ferme de bonnes politiques publiques. L'aménagement de la voirie doit se penser comme toute politique publique à partir du plus vulnérable. Et on doit développer tout mode de déplacement. Le plus vulnérable, c'est évidemment le piéton. Et qu'on soit que piéton, qu'on soit cycliste, qu'on ait un deux roues motorisé, ou qu'on soit automobiliste, on a un moment piéton. Quelqu'un le disait tout à l'heure, c'est pour aller à sa voiture, pour aller à son vélo, pour aller à son métro, pour aller à son bus. Et donc le piéton est vulnérable. Or aujourd'hui, le piéton a quand même été oublié, pardon de le dire, mais c'est une réalité. Je suis assez frappé de voir que le piéton se sent souvent en danger, et comme il est le plus vulnérable, il faut faire attention à lui. Donc les aménagements de voirie doivent être pensés d'abord à partir du piéton, et ça va améliorer probablement aussi les déplacements des cyclistes, puisque c'est le deuxième plus vulnérable. Et donc je pense qu'il faut protéger les traversées. Et je suis frappé de voir que lorsqu'il y a des travaux, les traversées ne sont pas toujours prévues pour les piétons. Pourquoi? Parce que depuis 2015, la ville de Paris a fait le choix de ne plus organiser la gestion des travaux. Elle ne donne que l'autorisation. Maire de Paris, dès avril 2026, je reprends l'ensemble de l'organisation des travaux à Paris. Parce que c'est ce que j'appelle la pagaille. Et être maire, c'est justement prendre soin de sa ville, prendre soin de ses habitants. Et on va organiser les travaux. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement?
Ça veut dire que nous allons donner des autorisations et nous allons établir des calendriers très stricts pour les opérateurs privés sur l'aménagement de la voirie. C'est pas le cas aujourd'hui. Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Des calendriers très stricts et il y aura des pénalités financières pour les entreprises qui ne respecteront pas les calendriers. Lorsqu'il y aura deux entreprises qui devront intervenir sur la même portion de voirie, elles devront le faire de manière consécutive pour ne plus voir ce qui nous exaspère, nous Parisiens. C'est la CPCU intervient un jour du 10 rue au mur au 30, elle rebouche tout, 6 mois après on recasse la même portion parce que c'est le deuxième opérateur GRDF qui arrive. Ça n'arrivera plus. Remettre en ordre de marche Paris, c'est justement prendre soin de la ville, c'est s'en occuper et une ville doit être tenue. Et les travaux doivent être mieux gérés pour la qualité de vie des Parisiens. Et j'ajoute, pardon, ce n'était pas votre question, mais pour en finir sur les travaux, que c'est pas parce qu'on fait des travaux, ça doit être hideux. On peut faire du barriérage esthétique. Ça existe dans d'autres métropoles françaises et européennes. On fera du beau barriérage pour respecter la beauté de Paris. Et on fera aussi des protections pour la traversée des piétons. À chaque fois, ça sera un impératif et une obligation pour sécuriser. Et en même temps, on enlèvera les plombs en béton qui sont moches, qui sont hideux, qui abîment vraiment Paris et qui sont très agréables pour nous, Parisiens, de voir ça chaque jour. Et on fera vraiment du beau, allier du beau, du vert, et faire en sorte de protéger le piéton. Et donc, on va continuer les aménagements pour les vélos. On va permettre des continuités géographiques, de lutter contre les fractures pour les cyclistes qui peuvent amener des zones accidentogènes. On va développer à l'échelle du Grand Paris en faisant ce que j'appelle le vélo pitin, parce que les fractures elles sont aussi entre Paris et les communes riveraines, donc là aussi il faut protéger la continuité géographique des déplacements des cyclistes. En revanche, je ferai un grand plan d'éducation au savoir rouler qui passera par les écoles pour la jeune génération, avec une obligation à l'école primaire et au collège, puisque la ville, c'est les écoles maternelles, primaires et les collèges. Ça s'apprend, faire du vélo, je fais du vélo, ça s'apprend. Et donc il faut apprendre aux jeunes, et il faut aussi apprendre aux moins jeunes. Et donc je veux associer les associations justement pro-vélo à former les Parisiens dans les quartiers au savoir rouler. Et puis, je le dis très nettement, et c'est un cycliste qui vous parle aussi, piéton et cycliste, je sanctionnerai les incivilités. Voilà. Si on vous permet d'apprendre à rouler à vélo, ben, si vous ne savez pas le faire, si vous ne respectez pas le code de la rue, c'est-à-dire si vous ne respectez pas l'autre, vous serez sanctionné. Comment vous serez sanctionné? Eh bien, il y aura une brigade spécialisée de la police municipale qui se mettra à un certain nombre de carrefours importants, qui rappellera les règles et qui sanctionnera eh bien, les gens qui ne respectent pas les feux rouges quand il y a la traversée, par exemple, les piétons. Donc quand on éduque, quand on organise la voirie, quand on protège les déplacements et quand on sanctionne les incivilités, eh bien, on retrouve, comme ça existe dans d'autres grandes villes, je pense en Europe du Nord, eh bien, on apprend un peu à ce que chacun se respecte, la place du piéton, la place du cycliste. C'est les deux plus vulnérables, à commencer par le piéton puis le cycliste, puisque le cycliste est mis en danger, parfois par les deux roues motorisées et par la voiture. Et donc il faut organiser la voirie, d'abord le piéton, ensuite le cycliste, et ensuite les deux roues motorisées et les automobiles. Donc, il faut réduire la place de la voiture, c'est incontestable, il faut poursuivre. Mais pour ça, il ne faut pas pénaliser, sanctionner et toujours interdire, parce que ça trouve une limite. Il y a des choses, évidemment, où il faut encadrer, c'est normal, il faut avancer, mais il faut aussi inciter. Et inciter, c'est trouver des solutions. Par exemple, des solutions, c'est permettre à des personnes qui sont obligées d'utiliser leur voiture en partant de chez elles, parce qu'elles n'ont pas d'autre choix, je pense aux personnes qui vivent en Seine-et-Marne, en Essonne ou dans les Yvelines et qui n'ont pas de transport en commun en bas de chez eux, qui sont obligés de prendre leur voiture pour faire leur déplacement, de leur permettre, notamment auprès des grandes gares de RER, mais auprès des nouvelles gares du Grand Paris Express, avec toutes ces lignes qui vont émerger dans les prochaines années, qui vont être une chance, une opportunité d'avoir des parkings relais qui leur permettent de laisser leur voiture, de finir leur mode de déplacement en transport en commun, d'être donc plus efficaces, plus rapides dans leur mode de déplacement, et ça décongestionnera Paris de la voiture pour lutter contre le bruit, contre la pollution et contre la thrombose, pour la sécurité des piétons et aussi pour la sécurité des cyclistes. Les parkings des gares RER du Grand Paris ne sont pas exactement votre juridiction, si? Non, mais c'est la présidente de la région, Mme Pécresse, qui l'a proposé. Comme maire de Paris, je suis prêt à aider à la mise en place de ces parkings relais parce que ça aura un impact direct pour notre qualité de vie, parce que ça va désaturer notre espace public de la présence de la voiture en trouvant des solutions
pas forcément en pénalisant, en sanctionnant et en montrant du doigt, mais en disant vous serez gagnant en vous déplaçant en transport en commun, et notamment près des gares du nouveau Grand Paris Express, nous pouvons trouver ces solutions-là, et nous avons besoin de partenaires privés aussi, il faut savoir travailler avec les autres. Être maire, c'est travailler avec les autres. On a besoin d'un maire ou d'une maire de Paris, d'une équipe municipale capable de travailler avec vous, le monde de l'entreprise, capable de travailler avec les associations, capable de travailler avec l'État, avec la région, avec les communes riveraines, parce que les bonnes idées, elles sont partout. Et on ne peut pas avoir raison seul dans son coin contre tout le monde, et parfois contre l'évidence. Et je pense qu'on a besoin d'élus qui sortent de leur tour d'ivoire, qui imposent de manière verticale et d'en haut toutes leurs décisions. Même quand elles sont bonnes, si elles tombent de manière verticale, elles ne produisent pas les résultats qui pourraient être attendus et obtenus. Les politiques dont nous discutons à l'instant ont toutes pour objectif d'essayer de lutter contre la hausse des émissions des gaz à effet de serre, merci beaucoup, et en tout cas de permettre une forme d'adaptation écologique de la ville. Reste que les rapports scientifiques sont désormais très clairs. La barre des 1,5% de réchauffement est évidemment déjà derrière nous. Nous nous acheminons vers un Paris à plus 3 voire plus 4 degrés, qui d'ailleurs est un scénario qui a été étudié déjà. Ça signifie en tant que premier édile que vous devrez faire des choix. Les choix que vous auriez à faire, est-ce que vous souhaiteriez porter plus d'efforts sur l'adaptation au changement climatique ou sur la continuité de l'atténuation, c'est-à-dire de continuer à essayer de faire chuter nos émissions de gaz à effet de serre, sachant que la ville a déjà grandement réduit les siens sur les 20 dernières années. Adaptation ou lutte? Alors, pardon de le dire, je suis désolé, mais c'est un peu les deux quand même. Il faut nous adapter parce qu'on n'a pas le choix dans le monde qui est devant nous. Donc il faut des politiques publiques et des transformations de notre modèle. On vient de parler des mobilités, on a parlé tout à l'heure de la rénovation thermique. Je pourrais vous parler de la qualité alimentaire pour nos fonctionnaires, agents publics, pour nos enfants, les écoles, plutôt travailler avec l'agriculture locale, pas trop éloignée de la région Île-de-France ou dans la région Île-de-France, avec des produits de saison. Je pourrais vous parler de tous ces sujets-là, des capteurs de CO2 dans nos écoles. Il y a plein de choses à faire et donc il faut nous adapter, aménager la voirie de manière plus responsable, avec des matériaux plus écolos, pareil pour les nouveaux aménagements, pour les cohabitats, pareil pour plein de choses, pour la collecte, pour les déchets. On a plein de propositions qui vont adapter la ville et améliorer les conditions. Et en même temps, il faut lutter. Et être maire, c'est pas être seul. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est être avec l'État, c'est être avec la région, c'est être avec les communes riveraines, c'est être avec les entreprises, c'est être avec les associations et les citoyens. Mais c'est être maire d'une grande métropole qui travaille avec d'autres grandes métropoles. Et nous avons la possibilité, la force, entre maires de grandes métropoles européennes et internationales, de travailler ensemble, de nous mobiliser pour créer un rapport de force et pour obliger les États les plus récalcitrants à agir, à faire évoluer leur politique agricole, industrielle, qui nous pollue, qui nous amène vers l'abîme. Il faut un électrochoc. Et pour ça, je pense que les maires, c'est-à-dire les représentants des citoyens des grandes métropoles, ont un rôle à jouer en étant ensemble, en additionnant leurs intelligences, leur savoir-faire, leurs bonnes pratiques, leurs bonnes politiques publiques, pour influencer, pour agir, pour lutter, pour établir ce rapport de force, pour que les États aillent plus loin et plus vite. C'est ce que j'ai essayé de porter lorsque j'étais député, et parfois seul dans ma famille politique. Je suis content de trouver des acteurs, et j'ai beaucoup de choses à apprendre de vous, qui avez un savoir-faire beaucoup plus développé que le mien sur ces questions. Mais comme député, j'ai travaillé avec tous les scientifiques. J'ai travaillé avec toutes les ONG. Et j'en profite pour dire, j'ai été classé le 6e député le plus écologiste de France entre 2017 et 2022 par les ONG. Parce qu'on avait travaillé sur des actions locales, et comme élu local aujourd'hui d'opposition municipale, je travaille, je fais des propositions pour agir localement, je le ferai comme maire de Paris demain, mais il faut agir sur le plan national, mais il faut surtout agir sur le plan européen et international. Et donc, un maire d'une grande métropole, il adapte ses politiques publiques à son échelle locale, mais il doit participer à la lutte et au rapport de force sur un plan plus large, national, européen, international, si on veut que les politiques publiques elles changent et si on veut des résultats opérants. Parce que si on fait que dans notre coin, à l'intérieur de notre périphérique, c'est bien, c'est utile et c'est important, mais ça sera nettement insuffisant parce que ce n'est pas Paris qui va gagner la bataille, c'est l'humanité qui livre une bataille contre le temps. Il y a une urgence à agir, il faut un électrochoc. Et la nouvelle génération nous aide. J'étais hier soir dans une réunion d'appartement avec des gens, on va dire, plutôt de mon âge.
et les gens plutôt de mon âge, 48 ans, c'est-à-dire la quarantaine ou bientôt la cinquantaine. Ils me disaient, c'est nos enfants qui nous ont éduqués, c'est nos enfants qui ont éveillé nos consciences sur un certain nombre de problématiques écologiques, et cette nouvelle génération, il faut entendre son angoisse, et il faut transformer cette angoisse en action positive, en une adaptation de nos modèles, et quand on peut agir localement, il faut le faire, mais il faut que ce soit un combat qui soit mené planétairement, parce que sinon, ce combat sera perdu. On va continuer à parler d'adaptation, mais je ne suis pas, moi, le seul à vous poser des questions. Vous êtes dans un lieu qui, effectivement, fait se regrouper un certain nombre d'expertises sur beaucoup de sujets liés à la transition climatique, écologique et à la justice sociale. Et donc, nous avons des membres de la communauté de la Climate House qui ont voulu vous poser des questions. Mais pour ça, je passe le relais tout de suite à Olivia, qui pourra vous présenter les membres de la Climate House qui ont des questions à vous poser ce soir. Effectivement, on a fait un petit travail collégial pour essayer de regrouper des questions. Et pour ça, j'ai l'honneur d'appeler Valère Brunet, qui fait partie justement de l'équipe CH et qui représente les déterminés. Christian Clot, aussi, qui est président de l'Human Adaptation Institute. Et puis, je serai la troisième personne, donc Olivia Blanchard, comme je l'ai dit tout à l'heure. Asseyez-vous, monsieur. Moi, je peux rester debout. Et donc, qui est le premier ou la première d'entre vous à avoir une question pour Monsieur Bournazel? Et donc, j'ai l'honneur de poser la première question. Alors, pourquoi je pose la première question? Juste parce qu'en fait, je ne me suis pas trop présentée tout à l'heure. Je suis aussi présidente de l'Association des acteurs de la finance responsable. J'ai un background très finance durable, et donc avec un vrai sujet de comment est-ce qu'on réoriente les flux, justement pour financer la transition écologique et environnementale. Et donc, d'où ma première question ce soir, que je vous pose, je la retrouve. Donc, quelles mesures la mairie de Paris peut-elle mettre en place pour accompagner financièrement et opérationnellement les entreprises pour qu'elles s'adaptent aux variations des conditions environnementales en cours et accélèrent leur transition? Oula, elle est compliquée la question. Globalement, c'est comment est-ce que vous aidez financièrement et opérationnellement les entreprises du territoire Les questions sympas, c'était moi. à financer la transition et à s'adapter? Je crois qu'il y a d'abord un enjeu qui est opérationnel, puisqu'une ville, bien sûr, la fiscalité, ça peut être la taxe foncière. Pour le reste, la fiscalité, c'est plutôt national. Donc moi, je ne prends pas des engagements que je ne pourrais pas tenir. En revanche, sur le plan opérationnel, je pense qu'il y a des choses à faire. Ce qui me frappe quand même, je mène une campagne positive et je mène une opposition constructive. Je ne m'attaque jamais aux personnes, je ne m'attaque pas aux raisonneurs, je m'attaque éventuellement au raisonnement. Parce que je crois au débat d'idées et à la confrontation des idées. Mais il y a une chose qui m'a frappé, c'est que depuis le nouveau mandat de cette majorité, depuis 2020, on a abandonné ce que certains avaient porté pourtant dans la même majorité auparavant, qui était un vrai dialogue avec le monde de l'entreprise, avec une vraie confiance. Aujourd'hui, cette confiance, je le sens sur le terrain, je l'ai souvent évoqué, n'existe plus vraiment parce que les liens se sont délités. Et je crois que nous avons besoin de vous. J'ai besoin de vous, demain comme maire de Paris, pour agir. Et pour transformer justement notre modèle. Et pour cela, il faut que vous puissiez bien vivre à Paris, mais aussi pouvoir créer, inventer, innover, pour mettre en place des dispositifs qui vont être utiles à Paris et au monde entier. Et donc, pour ça, il y a des choses à faire. Des choses à faire, déjà, je pense que dans ce partenariat, il faut vous donner les moyens d'accéder à la commande publique. Ça peut être opérationnel et donc financier. C'est aussi permettre de créer avec vous, en le décidant avec vous, des événements qui font que Paris envoie un signal au monde que sur ces sujets-là, on est capable de mettre en avant toute votre création, toute votre innovation, et que la ville de Paris donne un grand coup de projecteur pour dire, eh bien, nous sommes fiers de porter à la ville de Paris le travail, l'engagement, la technicité, la compétence de celles et ceux qui travaillent dans la Green Tech. Je pense que c'est très important, et c'est ensemble qu'on doit construire cet événement. La ville de Paris peut mettre à disposition beaucoup de moyens, de leviers, de communication, de lieux, mais c'est aussi ensemble qu'on doit inventer cet événement, parce que c'est vous qui savez aussi comment parler aux différents acteurs. Je pense aussi que sur ces questions-là, on peut faire
en confiance, un gros travail pour attirer aussi des investisseurs qui peuvent venir de l'étranger. Et le maire de Paris, je le conçois comme un ambassadeur de sa ville, comme un facilitateur. Et donc il faut un dialogue permanent. C'est pour ça qu'il y aura ce conseil des entrepreneurs, ces conseils scientifiques autour de notre démarche. Quand je dis nous, c'est-à-dire le maire, son exécutif municipal, la ville de Paris avec ses fonctionnaires et agents publics, pour nous aider à appréhender les sujets, à construire la vision, comment arriver à cet objectif de Paris, du Grand Paris, habitable en 2050, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place grâce à votre savoir-faire sur les mobilités, sur l'alimentation, sur l'eau, sur l'écohabitat, sur la transformation de notre modèle en général, pour que Paris soit une ville qui soit la plus innovante possible et qu'on remette tous les projecteurs internationaux pour se dire c'est à Paris, dans le Grand Paris que ça se passe et nulle part ailleurs au monde. Et je crois que ça, on peut le faire, ça facilitera la vie et ça donnera envie d'y venir. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs en ce moment, pas que dans la Green Tech bien sûr, mais je rencontre beaucoup d'entrepreneurs. Eh bien, la tentation, c'est de moins en moins pareil quand même. Et ça doit éveiller. Du coup, dans ce cas-là, pardonnez-moi, est-ce que ça répond à votre question, Olivia? Alors, ça répond à la question sur effectivement des entrepreneurs qui vont être déjà dans cette démarche de prise de conscience engagée, qui vont se différencier, mais finalement sur l'autre tissu, on va dire entrepreneurial qui a besoin de s'adapter et aussi qui a besoin de transitionner. C'est quoi les mesures? Parce qu'on sait très bien que finalement c'est tout le tissu PME, TI, etc. qui parfois a besoin de moyens pour financer ces plans de transition. Comment est-ce qu'on les accompagne eux plus concrètement que ceux finalement qui sont un peu déjà convaincus et qui vont trouver, quand vous citez la Green Tech, finalement eux trouver de l'argent à lever auprès de fonds d'investissement, on va dire que c'est un petit peu plus facile, mais maintenant pour aller trouver de l'argent pour financer des plans de transition, ça c'est plus compliqué. Donc du coup, est-ce que ça... Est-ce que la question est plus basiquement et concrètement, est-ce que la mairie de Paris peut donner des thunes à des entreprises qui voudraient se transformer et qui ne la trouvent pas? J'ai compris la question. Est-ce que c'est ça vraiment la question? Oui. Oui, plus ou moins. Oui, d'accord. Non, mais la ville peut faire des appels à projets, la ville peut faire des concours, la ville peut participer à travailler avec les autres, je l'ai dit tout à l'heure, avec notamment la région qui a une compétence économique. Bien sûr, ou avec, évidemment, à l'échelle nationale, un certain nombre d'acteurs qui aident. Bien sûr que la ville peut abonder. Quand on a réalisé des économies sur son train de vie, quand on a fait les réformes structurelles, qu'on a dégagé des marges de manœuvre sur le fonctionnement, on se dégage des marges de manœuvre pour investir sur de nouveaux projets. Pour préparer la transformation écologique, il faut se donner des leviers, et donc des leviers financiers. Donc oui, demain, la ville de Paris sera prête à le faire, à condition de travailler ensemble. C'est quoi la stratégie derrière? Pour quel financement, pour quel résultat, puisque je veux remettre la culture de la performance et de la réussite au cœur de la gestion municipale, et je veux qu'un euro d'argent public dépensé soit un euro d'argent public bien sûr tracé, mais un argent d'euros public qui produise de l'efficacité dans les politiques. Parce que on doit des comptes, et je rendrai des comptes là-dessus. Donc c'est ensemble qu'on va définir concrètement. Donc oui, on dégage des marges de manœuvre pour financer la transformation écologique. Donc j'ai donné des exemples concrets d'investissement, mais l'investissement sur la rénovation thermique, sur l'alimentation, sur tous les autres sujets ou les mobilités, ça peut être aussi pour aider à la création ou au développement des projets des entreprises. Je n'ai aucun tabou là-dessus, si l'objectif c'est de réussir cette transformation écologique. Merci. Donc on le fera. Il peut y avoir un peu de moulin. Question suivante. Valère, c'est vous qui l'a posé. Valère Brunet, vous êtes représentant ce soir à la fois de la Climate House et des Déterminés. Et c'est une question sur la justice sociale au sein de la transition écologique. Oui, tout à fait. On a beaucoup parlé d'écologie depuis le début de notre échange. Moi, je suis assez investi dans une asso qui s'appelle Les Déterminés, qui fait de l'entrepreneuriat dans les quartiers. Au départ, ça vient de Cergy-Pontoise et dans les quartiers, dans les milieux ruraux de manière globale. Ma question pour vous, elle touche aussi sur des populations qui sont dites plus fragiles. Et comment est-ce que votre projet municipal prévoit-il de compenser ou d'accompagner ceux qui seraient les plus vulnérables face à la transition écologique de certains quartiers, tout en préservant un équilibre budgétaire? Vous en avez parlé de la ville. Alors je vais revenir sur peut-être des idées que j'ai un peu évoquées tout à l'heure. Oui, au-delà de l'immobilier dont vous avez beaucoup parlé, est-ce qu'il y a d'autres choses très concrètement que vous prévoyez pour les quartiers? Oui, alors j'y reviens quand même parce que ça me paraît quand même fondamental, parce que la rénovation thermique des logements sociaux, c'est baisser la facture énergétique, c'est permettre une justice sociale
pour permettre à des familles de retrouver du pouvoir d'achat. Et pour en accompagner beaucoup qui sont en galère, c'est important et c'est essentiel. Ensuite, j'ai parlé tout à l'heure aussi des écoles. Je pense que dans les écoles, on doit former la nouvelle génération aux grands défis climatiques. Et donc, les écoles primaires, comme les collèges, on doit rendre un certain nombre de choses obligatoires, pas sur le temps forcément scolaire, puisque là, il n'y a pas une compétence directe du maire de Paris et sur l'équipe municipale, mais sur le temps périscolaire, par exemple. Ça, je pense que c'est très important pour lutter contre les inégalités sociales et culturelles face justement à l'enjeu climatique. Et comment vous voulez faire ça, du coup? Une sensibilité sur ces sujets. Donc c'est de l'argent pour les associations qui font ça déjà? C'est sur le temps périscolaire, oui, tout à fait, sur le temps, à l'école. De la même façon, dans les quartiers, on peut faire des choses aussi avec des associations qui, en dehors du temps périscolaire, pour les jeunes et moins jeunes, là pour toutes les générations, puissent former, orienter, amener aussi le monde de l'entreprise et donc de l'agritech dans les quartiers populaires. Je porte un projet, par exemple, pour amener de l'emploi et de la formation aux portes de Paris. Je voudrais transformer, par exemple, un certain nombre de portes, et je voudrais amener, par exemple, la Cité des métiers d'art, je donne cet exemple-là, pour ramener de la formation professionnelle dans les quartiers, maintenir et développer de l'emploi sur ces métiers, qui font partie de l'âme de Paris, qui sont en train de disparaître. C'est aussi vrai sur les métiers de l'agritech, c'est-à-dire d'amener ces métiers, les entrepreneurs, dans ces quartiers pour investir, pour créer et de tendre la main aux personnes de ces quartiers-là pour un certain nombre de métiers et les sensibiliser et participer avec les associations, avec les écoles, à un travail d'éducation mais aussi de formation pour aller vers l'emploi, parce qu'il va falloir verdir aussi les formations, il va falloir verdir le monde professionnel, et on a besoin de l'électricien, plombier jusqu'à l'ingénieur, dans toutes les professions, de verdir nos métiers. Et donc ça passe aussi par un travail d'engagement dans tous les quartiers, mais particulièrement dans les quartiers prioritaires. Merci. Nous avons un dernier membre de la communauté de la Caritas qui veut vous poser des questions. Celui qui est assis comme s'il était à l'école des femmes, c'est Christian Clot. Vous êtes très grand. Christian Clot, qui est fondateur de l'Adaptation, Human Adaptation Institute, et qui a précisément une question sur la question de cette adaptation au changement climatique. Ouais, alors moi j'ai 3 questions et j'ai 5 minutes. Autant dire que vos réponses vont devoir être courtes. Sachant 2 choses. D'abord, c'est qu'actuellement, on va sortir en fin de semaine un grand travail scientifique qui a été mené sur comment les humains, les femmes et les hommes perçoivent le changement climatique et l'adaptation climatique. 19% seulement font confiance à leur politique, femmes et hommes, maires ou députés, pour faire ce qu'il faut pour la transition écologique et l'adaptation à la transition écologique. Sachant qu'en plus, dans le cerveau, les fonctions de la confiance, celles qu'on doit restaurer, ne sont pas dans les zones orales, mais dans les zones visuelles. Comment est-ce que vous restaurez la confiance de vos concitoyennes et concitoyens lorsque vous serez maire de Paris? C'est une très bonne question et qui me préoccupe beaucoup. Et je crois qu'il y a plusieurs sujets. Je ne veux pas être trop long, mais c'est quand même un sujet très important. J'ai acquis la conviction que toutes les bascules sont possibles, et rapidement. Et que des fondamentaux auxquels on croit peuvent s'écrouler du jour au lendemain. Je suis un traumatisé, jeune adolescent, de la lecture de Marc Bloch, qui démontre qu'en quelques semaines, une puissance militaire, une république solidement implantée en termes de valeurs, peut s'écrouler. Je pense que retisser la confiance à l'échelle d'une ville, c'est possible. Réconcilier le citoyen et la politique avec un grand P et les politiques avec un grand P, c'est possible. Ça met du temps parce que la défiance est très forte. Je veux dire 2 choses. D'abord, il faut rendre des comptes. On ne rend plus de comptes à Paris. Bertrand Delanoë, qui était un maire créatif, a été un maire respectueux des Parisiennes et des Parisiens, car chaque année, il allait dans tous les arrondissements de Paris et rendait des comptes. Je me souviens de grandes réunions où il y avait 500 et 600 personnes dans chaque arrondissement, de 18h parfois à 1h ou 2h du matin,
où chaque Parisien pouvait exprimer son idée, poser sa question, rendez compte, ça fait partie de la démocratie. Car la démocratie municipale, ce n'est pas un rendez-vous tous les 6 ans. Donc maire de Paris, chaque année, j'irai dans chaque arrondissement, dans chaque quartier de Paris, écouter, apprendre, comprendre, rendre des comptes, justifier. Ensuite, je veux associer les Parisiennes et les Parisiens régulièrement au mandat, par plusieurs mécanismes. D'abord en digitalisant les votes, en posant des questions à choix multiples, pas toujours oui-non, pardon de dire, c'est un peu plus complexe que ça parfois la démocratie, pour faire participer les citoyens. Je veux tirer au sort aussi des citoyens pour participer à la traçabilité de l'argent public. Par exemple, sur un certain nombre de subventions, pour éviter toute forme de clientélisme et pour démontrer aux citoyens la complexité aussi du processus de décision, pour réconcilier, pour les amener à comprendre la complexité du processus. Car parfois, il y a des décisions à prendre à 51% d'avantages et 49% d'inconvénients. Et pourtant, il faut prendre la décision et il faut l'assumer. Et pour la comprendre, il faut que les citoyens rentrent dans le processus. Et donc, il faut qu'ils soient au maximum investis. Ensuite, je ferai un grand référendum à mi-mandat. En plus de toutes les questions que je poserai chaque année grâce à la digitalisation. Parce que vous connaissez les règles d'un référendum en France, comment vous faites ce référendum alors que les règles sont très strictes? Référendum local, c'est référendum local. D'accord, il faut préciser que voilà, si là aujourd'hui un référendum, il faut caler 7 millions de personnes, c'est quand même dommage. Là, le maire peut l'organiser directement, à mi-mandat. Différemment de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est pour des référendums, il y avait 5000 personnes qui votaient, surtout les Parisiens. Parce que chaque mi-mandat, ça nous permettra d'appeler aux urnes tous les citoyens inscrits sur les listes électorales, qui recevront directement la possibilité de voir les questions qui leur sont posées. Il y aura même des avis qui leur seront demandés sur des sujets que eux pourront eux-mêmes évoquer, qui ne seront pas forcément évoqués par les questions, qui nous permettront à mi-mandat de voir où on en est, là où on est appuyé, là où on est critiqué, là où on a des améliorations à faire et là où on n'a pas vu un certain nombre de sujets. Et ça participe à cette interaction permanente qui fait qu'à un moment donné, à l'échelle locale, on peut être aussi, pas un modèle, parce qu'il n'y a pas de modèle, et chacun fait ce qu'il peut, mais en tout cas permettre de la réconciliation, de permettre de faire en commun. Et c'est quand même très important, et c'est en train de se dicter. Et j'ajoute, pardon, et c'est très important pour moi, j'en suis profondément convaincu, c'est pour ça que j'y mets toute mon énergie, tout mon cœur en le disant, c'est que je veux que Paris demain, et j'ai commencé par ça tout à l'heure, ait une équipe municipale et un maire clair sur les valeurs. Je serai très clair sur les valeurs. Je sais où il ne faut pas qu'on bascule, et je serai maire de Paris demain, un rempart contre toute forme d'extrémisme, d'où qu'ils viennent, contre tout extrémisme et contre tout populisme, parce que les valeurs de Paris s'opposent à toute forme d'extrémisme et de populisme. Et le maire de Paris, son équipe municipale ne peuvent pas céder un pouce de terrain. Car demain, le maire de Paris sera peut-être un rempart à un extrémisme politique ou un populisme qui sera au pouvoir sur le plan national. Je me battrai pour que ça n'arrive pas, mais si ça devait arriver, il faut que l'homme ou la femme qui occupe la fonction, avec toute son équipe, soit très clair et très solide sur ces enjeux-là, pour protéger notre démocratie, pour protéger nos principes républicains, et c'est un engagement que je prends parce que c'est le combat de ma vie. Je me suis engagé en politique parce que c'est mon grand-père qui m'a donné le goût du pays, le goût de l'histoire, le goût de la géographie, il avait fait la guerre, et il m'a transmis cette profonde inquiétude que je ne pensais pas vivre quand j'étais adolescent il y a encore 4-5 ans, mais que nous sommes en train de vivre et qui est devant nous. Et donc, c'est, pardon de le dire avec un peu de gravité, mais j'ai cette conscience-là en moi, et j'ai envie de la diffuser parce que j'ai envie qu'il y ait de plus en plus de citoyens qui s'engagent à Paris aussi pour défendre des valeurs qui sont fondamentales. C'est pour ça que ma démarche, très bien, Renaissance, Horizon, qui me soutiennent, j'en suis très heureux, et je les remercie de leur soutien, mais ma démarche, elle est celle d'un homme libre, indépendant d'esprit, qui tend la main à toutes celles et tous ceux qui viennent de la gauche, de droite, de la société civile, du centre, pour se retrouver sur un projet pour Paris, comme seul boussole le service des Parisiennes et des Parisiens. L'heure est trop grave, on a vécu pendant 5 ans un match où il n'y a que eu des coups en dessous de la ceinture. Au Conseil de Paris, on ne parle plus de l'avenir de Paris, on ne parle plus des Parisiens, on ne parle que des règlements de compte sur des frais de représentation ou sur des renvois correctionnels de notre candidate. Nous n'en pouvons plus, nous avons besoin au Conseil de Paris d'agir sur les sujets, on a besoin d'agir pour les Parisiens, on a besoin de délivrer des politiques publiques, on a besoin de rendre des comptes, on a besoin d'unir, on a besoin d'additionner les compétences et les talents, on en a marre des clivages, on en a marre des divisions, et à un moment, il faut qu'il y ait des citoyens, qu'il y ait des politiques qui s'engagent ensemble sur ces sujets-là. Toutes les séances du Conseil de Paris sont
visionnables. Elles sont d'ailleurs diffusées en Bonne chance. en direct. Vous n'allez pas vous ennuyer. Genre sitcom Friends, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, alors c'était plutôt Festen que Friends, mais oui. Christian, vous aviez deux autres questions. J'en aurais qu'une, parce qu'on avait dit que la confiance ne se crée pas par la parole mais par l'acte. Heureusement, vous avez encore un petit effort à faire là-dessus, mais ça va venir, j'en suis persuadé. Alors, je vous propose une solution pour montrer une partie de votre exemplarité, parce que je pense que les citoyennes et les citoyens ont besoin de voir que les maires, futures maires, mairesses, montrent quelque chose. On a créé une chambre climatique mobile que vous avez peut-être vue au pied de l'hôtel de ville de Paris lorsqu'on est venu durant le plan climat. Chambre climatique mobile qui permet de vivre le climat de 50 degrés en faisant les gestes du quotidien, en comprenant ce que ça veut dire, en voyant par exemple que les climatisations qu'on installe à Paris, à partir de 40 degrés, elles s'arrêtent parce que les puces électroniques ne peuvent pas fonctionner, enfin toutes ces petites choses-là. Donc je vous propose de venir faire cette opération avec nous pour montrer et réfléchir ensemble ce que veut dire vraiment d'un 50 degrés. Vous avez fait Paris à 50 degrés avec Alexandre Florentin ici, mais là c'est un cran de plus parce que vous le vivez vraiment. Est-ce que vous acceptez, soit au Salon des maires dans les jours qui viennent, soit plus tard lorsque ce sera le conseil municipal, de venir avec nous vivre 50 degrés? Mais je veux dire, d'abord parce que ça m'intéresse, et ensuite je pense que si vous dites non, je me ferai engueuler. Hein. C'est pas faux. Le dernier qui était ici a dit pas très bien oui, donc c'est oui. bien de dire clairement. Oui, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dire non, c'est aussi le plaisir de dire oui. Merci. Merci beaucoup à vous trois. Alors, pro-type, prenez une chemise de change. Parce que 50 degrés, on ne s'en doute pas, mais fonctionner à 50 degrés, c'est évidemment éreintant. Cette rencontre est aussi pour que vous puissiez poser directement des questions aux candidats et aux candidates qui nous font la faveur et l'honneur de venir. Il y a un micro là qui peut passer parmi vous. D'ici à ce que nous déclenchions les toutes premières, j'ai une question qui a été posée sur l'appli qui vous est donc destinée. Il se trouve que Emmanuel Grégoire, lorsqu'il est venu, nous a parlé notamment de sa proposition de travailler avec Île-de-France Mobilité pour un système de métro qui circulerait toute la nuit, 7 jours sur 7. Le public se pose donc, enfin quelqu'un dans le public se demande si vous seriez prêt à reprendre cette proposition. Alors, je suis confus de vous le dire, mais cette proposition, je l'ai portée en premier, en 2013. Et donc, il y a des spécialistes du coucou, mais c'est pas grave, c'est normal, les idées elles doivent vivre en démocratie. Et tant mieux si l'idée progresse. En 2013, j'ai proposé l'expérimentation du transport 24h/24. Car dire qu'on va faire le transport 24h/24, c'est une illusion. En revanche, expérimenter le transport 24h/24 au métro, en commençant le vendredi et le samedi sur les lignes automatisées, ça peut avoir du sens. Et si ça fonctionne, eh bien on progresse. Et dans le temps, on met plusieurs lignes, et éventuellement, si ça peut se faire en semaine, eh bien on le fera. Mais il faut déjà expérimenter. Et c'est ce que je porte depuis des années. Et je regrette que on n'ait pas saisi mes propositions. Je suis un élu constructif, je porte plein d'idées, plein de propositions, et je les mets au pot commun, et voilà. Valérie Pécresse les avait reprises en 2015 d'ailleurs. Elle avait aussi évoqué cette possibilité-là. Il faut mettre maintenant en œuvre, déjà sur les lignes automatisées. Ça me paraît vraiment fondamental. La ville, c'est la liberté. La première des libertés, c'est celle de se déplacer. Et c'est vrai que l'idée de se déplacer 24h/24, c'est une question aussi de justice pour des gens qui ont des horaires décalés en travail, des gens qui veulent sortir la nuit, et c'est la sécurité aussi. Parce que quand on peut aller et venir la nuit, eh bien on est plus en sécurité. Et tous les experts de sécurité vous expliqueront que ça évite les points de fixation aussi de personnes qui peuvent poser problème. Car quand vous êtes coincé dans un quartier ou dans une ville parce que vous ne pouvez pas repartir, eh bien, malheureusement, parfois, on peut se livrer à des actes qui peuvent avoir des conséquences sur l'insécurité. Donc la réponse est plutôt... Mais oui, en tout cas, il faut le faire, bien sûr, il faut expérimenter, et je pense que ça sera très intéressant. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous pouvez détailler un peu ce que vous ferez pour aider à la rénovation thermique? Parce que vous avez été, sauf votre respect, vous avez effleuré le sujet. Voilà, je vous laisse libre. C'est sympa. D'abord, on peut se dire que c'est sympa de laisser libre. Non, mais la question est donc, j'imagine, les montants à investir, combien ça coûterait, comment vous y prendrez de manière plus précise, sans tout. Bien sûr. Alors, déjà, je l'ai dit, les économies que nous allons réaliser sur le train de vie, l'hôtel de ville et les réformes structurelles, et notamment aussi sur l'investissement en matière de préemption, va nous permettre de financer une grande partie de la rénovation thermique. C'est-à-dire, d'abord, sur le parc social de la ville,
avec les bailleurs sociaux. Je l'ai dit tout à l'heure, au rythme où on va aujourd'hui dans le financement, c'est 2060. Notre objectif, c'est de mettre les investissements nécessaires que nous présenterons dans notre projet au moment où nous l'aurons entièrement budgété. C'est l'objectif 2035. Donc ça nécessite la réorientation de dizaines de millions d'euros qui sont aujourd'hui sur la préemption vers la rénovation thermique des logements sociaux et des bailleurs sociaux. Ça, c'est une stratégie complète d'orientation opérationnelle, financière des crédits de la Ville de Paris, des changements d'orientation d'investissement. Pour la rénovation thermique des copropriétés, il faut renflouer le fonds qui aide les copropriétaires. D'autant plus qu'aujourd'hui, les choses sont bloquées à l'échelle nationale et que la ville peut participer au déblocage, à condition de se dégager des marges de manœuvre. Là aussi, nous avons réservé dans notre calcul de notre projet des marges de manœuvre que nous avons trouvées sur la réduction des dépenses de fonctionnement et de dépenses d'investissement sur la question de la préemption pour les orienter vers l'aide aux copropriétaires. Et là, vous donner un chiffre serait vous mentir. Je pourrais vous donner éventuellement un plafond, c'est-à-dire ce que la Ville de Paris pourra faire au maximum, car ça va être évidemment sur dossier, sur les demandes des copropriétés, et voir ce qui est réalisable dossier par dossier. Et c'est là qu'on a besoin de vous. Et c'est plutôt moi qui vais me tourner vers vous, parce que ce soir j'ai répondu à beaucoup de questions et je vais essayer de continuer à y répondre. Mais en fait, vous avez aussi un savoir-faire et une expertise qui nous est utile dans les prises de décision qu'on a à prendre et dans le financement ensuite opérationnel. Parce que plus on réalise d'économies, plus on se garde des marges de manœuvre pour l'investissement, pour des idées qui vont émerger dans le débat public grâce à votre savoir-faire, grâce à votre capacité d'innovation. Si demain on sait davantage innover et qu'on sait davantage régler les problèmes pour la rénovation thermique d'un certain nombre de bâtiments, d'immeubles parisiens qui sont très compliqués dans le cadre de la rénovation thermique, eh bien, évidemment, on va aider. Le plafond que vous évoquiez, M. Bournazel, oui. Vous avez une idée du montant? Comment? Le plafond que vous évoquiez à l'instant, vous avez une idée du montant? C'est difficile à dire pour une raison simple, c'est qu'on a décidé de présenter notre projet et notre budget en janvier. Oui, mais si je commence à dire ici ou là ce qu'on va faire, c'est un peu compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les centaines de millions d'euros d'économies que nous allons réaliser chaque année, ces centaines de millions d'euros seront réinvestis, dont une partie importante sur la rénovation thermique, mais sur la transformation écologique en général. Donc c'est plusieurs centaines de millions d'euros par an que nous allons pouvoir réaffecter sur des budgets. Et donc nous allons trancher précisément. Quand nous présenterons notre budget, nous fixerons un plafond de ce que nous pourrons faire annuellement pour les copropriétaires, et après ça sera projet par projet et par les projets qui sont présentés. En revanche, sur la question du logement social, on a à peu près bien imaginé ce qu'on pouvait faire et bien calculé déjà, puisque l'idée c'est d'arriver à accélérer la transformation pour que tout soit rénové en 2035. C'est un sacré coup d'accélérateur, mais ça nous a apparu comme une urgence écologique et une urgence sociale. Nous avons d'autres questions. J'aimerais que nous les prenions deux par deux, si vous le voulez bien, M. Bournazel, de manière à ce que tout le monde dans le public puisse poser la question. Madame, je vous en prie. Bonsoir, M. Bournazel. Bonsoir, madame. Changement total de thématique. Vous avez insisté, il me semble, tout à l'heure sur l'importance d'avoir une ambition sur le plan international pour la ville de Paris. En dehors des JO 2024 qui ont mis un bon coup de projecteur, on sait aussi que Anne Hidalgo était assez investie dans le C40. Et donc je me demande quelles étaient vos ambitions pour Paris et dans le cadre de quel type de forum? Juste avant de répondre, M. Bournazel, la deuxième question pour être sûr de les prendre deux par deux. Merci. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Paris, c'est quand même surtout une ville pour héritiers, pour employés du CAC 40, pour cadres, pour start-upers. Parce que comment est-ce qu'on fait pour se loger dans une ville qui coûte aussi cher? Tout le monde ici connaît des gens qui passent leur temps à chercher des appartements parce que c'est introuvable, avec 3 mois de loyer pour réussir à trouver un logement, avec 100 dossiers qui sont reçus par les propriétaires. Tout le monde galère, à part les riches. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est maire de Paris pour ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Dans l'ordre, vous répondez dans l'ordre qui vous plaît, évidemment. Mais donc on a une question sur l'accès au logement et une deuxième sur les ambitions pour Paris à l'international, le rayonnement de Paris et de son maire.
ou de salles. La question du logement, la question internationale. La question du logement, c'est la question de la vie chère. Évidemment, la vie est très chère à Paris et le premier poste de dépense, c'est évidemment le logement. Est-ce que le prochain maire de Paris à lui seul va régler cette question? Non. Beaucoup de candidates et de candidats vont venir vous dire qu'ils ont les propositions qui vont tout régler et ce sont des mensonges. Pourquoi? Parce qu'il faut réfléchir là aussi à la bonne échelle. Et la bonne échelle, c'est le Grand Paris. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais je souhaite être le maire de Paris qui travaille avec des partenaires à l'échelle du Grand Paris pour accélérer les politiques publiques, pour les mettre en place à la bonne échelle pour obtenir plus de résultats. Maire de Paris, grâce aux économies réalisées, c'est pour ça que c'est difficile de dire budget par budget et ligne par ligne, puisqu'on est en train de le faire être arbitré, mais comme on a l'objectif de faire 3 milliards d'euros d'économies sur une mandature, vous imaginez les crédits qu'on va pouvoir réorienter. Et donc, sur cette question du logement, je suis prêt, comme maire de Paris demain, à abonder un fonds métropolitain du logement. Ça veut dire quoi? Là où on peut aménager à l'échelle du Grand Paris, la ville de Paris peut être solidaire d'autres communes pour aménager et faire du logement. Et en contrepartie de quoi, évidemment, il faudra aussi loger des Parisiens en attente d'un logement, qui le souhaitent, évidemment. Donc il faut réfléchir à l'échelle du Grand Paris, parce que Paris est une ville dense. Donc je voudrais parler en banlieue, quoi. Non, mais je vais parler pour Paris intramuros. Okay. Je parle là pour avoir une stratégie Grand Paris. Parce que si on a une stratégie que pour Paris, ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que Paris est une petite ville en termes de superficie. 105 km². Si on retire le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, 87 km². Nous sommes la capitale la plus dense d'Europe et nous avons une densité qui est égale à Mumbai. On ne respire plus à Paris. Et donc, il faut penser Grand Paris. Mais Paris doit prendre sa part. Comment Paris peut prendre sa part? D'abord, dans les actions de rénovation et de réhabilitation, il peut y avoir de nouveaux logements. Il peut y avoir de nouveaux aménagements en respectant les critères écolos dont j'ai parlé tout à l'heure, qui nous permettraient d'avoir de l'écohabitat et de nouveaux logements. Ma règle, c'est respecter tout le monde. Logement social, logement intermédiaire, logement privé. Aujourd'hui, on est dans une logique de tout logement social et je pense que ce n'est pas une bonne idée. Et je ne suis pas du tout dans la logique de régression d'une autre candidate qui est zéro logement social. Je pense qu'une ville, elle est faite pour tout le monde et nous avons besoin de tout le monde. En matière de logement social, nous allons changer la politique. Au lieu de faire la préemption dont nous avons parlé, qui coûte très cher, que je garderai juste sur le logement insalubre, qui est une question importante de dignité. Et j'ai été l'auteur de l'amendement qui a été voté dans la loi Elan, à une voix près, qui permet la réquisition des biens de marchands de sommeil, définitivement condamnés par la justice. Et je suis très heureux de voir que les décisions de justice sont en train de tomber et permettent de récupérer des logements qui pourront être remis aux normes et remis aux citoyens qui ont besoin d'accéder au logement. Sur le logement social, je ne reviens pas sur la rénovation thermique, parce que ça aussi c'est une question de justice sociale et évidemment de pouvoir d'achat. Nous allons réorienter les attributions de logement. Il faut plus d'équilibre dans les attributions de logement. Et je pense que nous avons besoin de revoir le système de cotation en faveur de personnes qui vivent modestement de leur revenu du travail. Dans les missions de service public, les infirmières, les aides-soignants, les enseignants, les policiers, aujourd'hui, ou des femmes et des hommes qui travaillent dans des entreprises, dans des commerces, qui ne gagneront pas assez pour aller dans le logement privé, à qui on ne propose rien aujourd'hui dans l'accès au logement social et dont on a besoin à Paris. Parce que ces femmes et ces hommes tiennent Paris debout. Et si nous voulons être une ville attractive, ça va être la transition tout à l'heure, il faut que des métiers restent à Paris. Il faut qu'on ait envie de vivre à Paris. Or, Paris a perdu 120 000 habitants en 10 ans. Il y a des raisons, dont la vie chère et dont le manque d'attractivité d'un certain nombre de métiers. Parce que quand vous avez des revenus modestes ou moyens dans une ville chère, en fait, il est impossible de vous loger. Élu de Paris depuis 17 ans, c'est vrai que c'est long. Mais c'est vrai aussi qu'on apprend beaucoup de choses et qu'on se densifie. J'ai vu dans mes permanences des dizaines, des centaines de personnes qui vivent de leur revenu du travail, qui vivent seuls aujourd'hui et rentrent le week-end voir leur famille. J'ai vu des personnes qui vivent dans la même pièce à 4 ou à 5. Je vois des gens qui disent « j'ai 3 heures de transport par jour, 1h30 aller, 1h30 retour ». Eh bien, on perd l'attractivité parce que on n'accompagne pas ces personnes, je peux leur donner une priorité plus importante
dans l'accès au logement de la ville, c'est une question de justice sociale, c'est une question d'amélioration des conditions de travail, et c'est une question aussi de mérite. C'est important. Je veux refaire du logement intermédiaire à Paris. C'est le gros mot qui fâche. La majorité actuelle a reconventionné beaucoup de logements intermédiaires en logements sociaux. Mais le problème, c'est qu'une ville, elle est faite pour tout le monde. Il faut des segments et des maillons qui s'accrochent bien, qui s'imbriquent bien entre eux. Et on a besoin aussi de ces classes moyennes à qui on ne propose jamais un logement social et qui ne trouveront jamais dans le privé parce qu'elles ne gagnent pas assez. Et donc je veux refaire du logement intermédiaire et je veux même relancer, même si ce sera très difficile de le faire à Paris, parce que c'est très compliqué, mais je vais, pour le principe, essayer de refaire aussi de l'accession sociale à la propriété, parce que quand on est locataire de logement aidé, de logement par exemple social ou intermédiaire, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas devenir, lorsqu'on a payé régulièrement ses loyers, propriétaire de son logement pour transmettre le bien à ses enfants. Et sur le logement privé, je veux aussi changer la donne. On a vu disparaître du marché principal beaucoup de biens à Paris. On a vu beaucoup de gens enlever leur résidence principale pour la mettre en résidence secondaire. On a vu beaucoup de gens faire de la location saisonnière professionnelle. Et les Parisiens qui peuvent aller dans le logement privé, ils se logent où? À Puteaux, à Vanves, à Montreuil. Ils partent de Paris. Et c'est quand même très dommage, parce que tout ça participe à la spéculation immobilière et à la hausse des prix. Maire de Paris, je prends 2 engagements. Premier engagement, je baisserai la taxe foncière. Les propriétaires qui remettront sur le marché principal leurs biens pour les encourager à multiplier l'offre au service des Parisiens. Deuxièmement, je mettrai en place un fonds de garantie de paiement des loyers financé par les économies réalisées qui permet de sécuriser le propriétaire qui se dit « je remets mon bien, je sais que mon loyer sera payé, donc j'y vais » et qui protège le locataire qui a un accident de la vie. Ça sera évidemment transparent avec une commission, limité dans le temps et évidemment que partiel. Je vous donne un seul exemple pour bien comprendre, et c'est du vécu dans les permanences et du concret de terrain. Ça a été expérimenté par d'autres villes, notamment en Europe, et ça marche très très bien, et c'est très efficace. Ça permet par exemple à un couple de trentenaires qui travaillent tous les deux, un des deux perd son boulot, ils perdent des revenus, ils perdent du pouvoir d'achat, ils payaient 1 200 € de loyer, ils ne peuvent plus payer que 900. Ils vont rentrer dans une spirale où ils ne vont pas payer leur loyer, ou pas la totalité de leur loyer. Ils vont rentrer dans une logique de surendettement, et le propriétaire ne verra pas l'ensemble de ses loyers payés, et tout le monde est insécurisé et mécontent. Ce fonds de garantie de paiement des loyers va les protéger. Le temps qu'ils retrouvent peut-être plus de revenus, ou le temps qu'ils trouvent peut-être un logement plus adapté à leurs revenus. Et ça, c'est créer une chaîne. Et ces chaînes doivent être composées de maillons extrêmement efficaces pour qu'on puisse agir sur le social, sur l'intermédiaire et sur le privé pour redonner aux Parisiens le plus de logements possible et de redonner de l'attractivité aussi à notre ville. Et donc l'attractivité, s'il vous plaît, c'est important. L'attractivité économique, le rayonnement de Paris, c'est vrai sur les questions économiques en général, c'est vrai particulièrement sur l'innovation. On en a beaucoup parlé tout à l'heure, pour qu'on puisse développer au maximum les initiatives, l'innovation, faire en sorte que celles et ceux qui créent, qui inventent, puissent le faire à Paris. Ça me paraît important. Il faut qu'il y ait ce discours-là porté par la ville de Paris, évidemment à l'échelle de la ville, mais à l'échelle internationale. Le maire doit être l'ambassadeur de sa ville. Au moment du Brexit, j'avais poussé la maire de Paris à aller faire un grand discours à Londres pour dire « Welcome to Paris », pour dire aux Brexiteurs de venir à Paris plutôt que d'aller à Francfort. Alors beaucoup de Brexiteurs sont venus à Paris, mais on aurait pu en avoir beaucoup plus, ça aurait été très utile pour financer beaucoup de projets. Pour être plus précis, beaucoup de gens qui ont dû quitter l'Angleterre à cause du Brexit, Brexiteurs, vous étiez plutôt les partisans du Brexit, j'imagine que... Enfin bref, c'est un petit point syntaxique qui n'a vraiment aucun intérêt. Pardonnez-moi pour cette incise. Et donc, d'accueillir les investisseurs, et la ville de Paris peut faire des choses très concrètes et opérationnelles. Par exemple, ce sont des gens qui ont besoin pour leurs enfants d'écoles bilingues. Et bien, il aurait pu avoir un guichet unique pour les orienter et les aider, pour montrer que Paris leur souhaitait la bienvenue et les accompagner dans leur démarche pour venir créer et investir à Paris. On a besoin aussi d'aller vers la ville innovante en matière écologique. On a parlé, je ne vais pas y revenir, mais en matière culturelle, l'accueil des artistes. Nous avons des projets dans le cadre de requalification des ports de Paris pour des résidences d'artistes. Ça participe du rayonnement de Paris. Paris est une ville qui a une âme, un certain art de vivre, et il faut évidemment poursuivre et amplifier les politiques pour soutenir la culture, la création en général, parce que c'est absolument important. Comme je veux défendre
l'âme de Paris avec le maintien des librairies indépendantes et des cinémas indépendants, en les protégeant dans le cadre du plan local d'urbanisme, en empêchant les nouveaux propriétaires de pouvoir changer la destination de ces librairies et des cinémas. Comme ça nous permettra de les garder. Et ça participe du rayonnement de l'attractivité. On ne vient pas voir Paris pour voir une ville uniformisée, standardisée. On vient voir Paris parce que c'est une histoire, parce que c'est un patrimoine, parce que c'est une énergie, parce qu'il y a des innovations, parce qu'il s'y passe des choses, parce qu'il y a un certain art de vivre, une certaine âme. Et ça, c'est l'attractivité et le rayonnement de Paris, c'est ce qu'on va porter. Nous avons une dernière question pour vous, Monsieur Bournazel, avant de clore cette soirée, je vous en prie. Mais aussi la dame aux lunettes roses, parce que je la fixe depuis le début, parce que vous avez une question, madame. Fixe pour moi. Vous avez une question, madame. Alors, les deux questions d'un coup, si vous le voulez bien, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vous en prie, monsieur. Juste une précision sur les sujets que vous avez évoqués sur la rénovation énergétique, un sujet important. La dilemme, c'est ville vivante, ville musée. On a des façons de faire, vous évoquiez le coût de la rénovation pour travailler comme entrepreneur social sur ces questions. Les bailleurs sociaux de Paris payent les rénovations 60% plus cher que les autres bailleurs sociaux d'Île-de-France. J'ai vu des copropriétés dont les travaux ont bénéficié de soutien, et merci à la mairie de Paris de soutenir ces financements de rénovation, leur rénovation non validée par les services d'urbanisme. On a un vrai sujet de savoir, est-ce qu'on veut une ville comme au 19e siècle, musée, ou une ville vivante? Comment vous imaginez en tout cas cette réforme de l'urbanisme qui en doit engager en tout cas un mode de ville différent et de garder des standards de vie et des urbains différents pour avoir effectivement une qualité nouvelle et respectable Paris? Juste avant de répondre, madame. Merci de me donner la parole. Vous avez justement parlé d'attractivité internationale. Si on regarde le bilan des émissions de gaz à effet de serre de Paris, le premier poste c'est l'aérien. Qu'est-ce qu'on fait? Très bonne question. Alors, justement, l'idée, monsieur, c'est de concilier le beau et le vert. Et c'est ce qu'on doit définir ensemble. C'est pas un maire de Paris qui doit tout décider. Un maire ne doit pas... C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'associer les citoyens à des prises de décision. C'est pour ça que j'ai parlé de ce conseil d'entrepreneurs et de scientifiques. Moi, j'étais opposé à la tour Triangle. J'ai la conviction que les tours de grande hauteur, c'est pas un modèle pour Paris, pour son patrimoine, et que c'est anti-écolo. Et je me suis battu contre la tour Triangle, qui est la tour de Madame Hidalgo et Madame Dati, qui là se sont bien entendus pour cette tour Triangle. Parce que je pense qu'on n'a même pas soumis ça à débat. Il n'y a pas eu de débat sur ces sujets avec des spécialistes, et puis on n'a pas posé la question aux Parisiennes et aux Parisiens. Ça veut dire qu'une seule personne, par une décision, peut imposer un urbanisme pour des décennies, voire des siècles normalement. Et je trouve qu'il faut parfois être beaucoup plus modeste dans l'approche qui est la nôtre de l'exercice de nos mandats. Et généralement, quand on associe, on se trompe moins. Et donc, je vous retournerai volontiers la question, vous, avec ce que vous savez faire, avec votre expertise, qu'est-ce que vous pouvez amener pour faire en sorte qu'on concilie le beau et le vert, c'est-à-dire le respect de notre patrimoine, le fait qu'on est fier d'habiter la plus belle ville du monde, mais qui doit s'adapter à des enjeux majeurs, notamment climatiques, pour être une ville vivante, pour être une ville habitable, et qui nécessite de faire évoluer des règles qui sont dépassées si l'on veut, évidemment, non seulement s'adapter, mais aussi faire évoluer positivement les choses. Donc il y a la question des toits, par exemple, et là, évidemment, il va falloir faire évoluer les curseurs, et on va avoir besoin de vous, de votre savoir-faire, pour combiner beau et vert. Et c'est toute la démarche pour vous associer à la prise de décision. Cette ville nouvelle, belle et verte, elle sera peut-être encore plus accueillante. Or, effectivement, nous sommes la première destination touristique au monde. En France, l'année dernière, en 2024, Paris a accueilli 37 millions de visiteurs. Le premier poste, c'est effectivement les trajets vers Paris, notamment le secteur aérien. La question était, est-ce qu'on continue à vouloir accueillir le monde entier? Est-ce qu'on met des seuils? Bref, comment est-ce qu'on concilie Paris, première destination touristique, et en même temps Paris, ville pionnière de la transition écologique? Eh bien, de la même façon, je pense que c'est la question du surtourisme qui pose problème. Donc la ville, elle doit régler la question du surtourisme. Quand j'ai parlé tout à l'heure de la lutte contre la professionnalisation du phénomène Airbnb, je ne vais pas les citer, c'est en fait les plateformes pour permettre aux propriétaires plutôt de remettre leurs biens sur le marché principal, c'est redonner aux Parisiens plus de logements plutôt qu'aux touristes. C'est aussi travailler
sur des parcours touristiques qui ne sont pas que des parcours parisiens, mais par exemple des parcours franciliens. Parce que, évidemment, sinon tout est saturé dans un certain nombre de quartiers. Et ça dépossède les Parisiens de leur propre village, propre quartier, parce qu'ils y sont attachés. Et ça change la destination commerciale. Aujourd'hui, je vais dans beaucoup de quartiers où les collectifs d'habitants me disent « Nous, on n'a plus les commerces de proximité qui sont adaptés à notre vie, à nos attentes, parce que les commerces sont d'abord pour les touristes. » Et on le voit notamment avec la place des fast-food partout. Alors qu'ils s'améliorent par rapport à d'autres grandes chaînes internationales qu'on connaît, mais qui sont quand même pas tout à fait avec l'idée qu'on a justement d'une alimentation de qualité, mais contraire aussi à la qualité de vie des Parisiens. Je presse un peu votre réponse parce que nous avons pris un peu de retard et je ne voudrais pas vous mettre en retard. Donc l'idée, c'est de lutter contre la logique du surtourisme, d'amener un tourisme plus de qualité, parce qu'on est la première destination, mais on n'est pas le premier panier de dépenses, et donc il vaudrait mieux réfléchir à faire en sorte qu'on dépense plus à Paris pour la qualité de vie. Je veux faire une taxe particulière sur les touristes pour que ça bénéficie à l'investissement de notre transformation écologique, et donc il faut changer notre modèle. Quant aux avions, j'espère que, au-delà de la logique du surtourisme, l'innovation, votre intelligence, votre savoir-faire va nous amener à rendre notre flotte aérienne beaucoup plus compatible avec l'enjeu climatique, mais pour ça, il y a beaucoup de boulot. Oui, légèrement. On peut même se dire que ce sera peut-être pas ça la solution. Mais c'est pas l'enjeu du débat de ce soir, parce que ce soir nous parlons de Paris, hein, évidemment pas ni d'Airbus ni de Boeing. Merci d'être venu, de vous associer au jeu de notre public. Évidemment, vous avez dû remarquer que la Climate House a un esprit et une ambiance un peu particulière. On a commencé en faisant un exercice que je ne pourrais pas vous restituer parce que je n'ai pas tout compris. Cœur, corps, esprit. Et évidemment, nous n'allions pas nous quitter juste en nous disant au revoir. Nous avons un récap absolument unique de cette soirée qui va vous être livré immédiatement par le Chief of Panache de la Climate House, mesdames et messieurs, Rémi Saboureau. Merci. À la Climate House, on s'y bouscule et pousse, car dans moins de 6 mois, Paris vote. Un nouveau bazar pour l'hôtel de ville, Litot. Fast fashion passion pour une écharpe, que l'on s'écharpe. Shein, c'est pas le chic parisien. Ce soir, un nouveau candidat et un nouveau tour d'horizon d'une 3e candidature. Electorate Next Magistrature, ADN régional présidentiel, engagement pour Solène. Élu municipal, 18 ans à Paris, c'est une majorité, en minorité. Pour gagner, à être connu, il ne faut pas refaire le match du passé contre le passé. Sans être candidat du passif, pas de choix entre Dati et Grégoire, ni LFI, ni RN. Vos valeurs de Paris sans extrémisme. Être un rempart contre le populisme. En fait, votre combat, c'est pour la commune. Conscience grand paternelle. Raisonnement plutôt que raisonneur, mais des raisons paradoxales de vos parrains, Philippe et Macron. Vos 2 jambes droites bien musclées. Pour marcher, c'est pas pratique. Et votre stratégie, les piétons, c'est pas con. Vulnérables et en danger, et travaux publics en pagaille, voirie plus belle et polissez votre bataille. Apprendre à savoir rouler, comme à Amsterdam. Efficacité des agents de la grande dame, les vélos d'Amsterdam. Et réduire le train de vie des instances publiques. Le train étant le moyen de transport le plus écologique, eh bien vous supprimez d'abord les voitures de fonction. Et augmenter les contrôles administratifs des arrêtés maladie. Le conseil municipal est une série en streaming, plus Festen que Friends, et bientôt 50 degrés Celsius. Attractivité internationale, Émilie in Paris, encore un film, mais in Paris Charles de Gaulle. Alors très bientôt, c'est le peuple dans l'isoloir municipal. Des écoles surprises par le devoir dominical. Citoyens où se croisent les avis, les valeurs, les espoirs, toutes nos vies. Réconcilier les citoyens avec leur politique, leur vie publique. Un grand P pour le Grand Paris. Avec cette densité façon Mumbai, candidat pour Paris anti-pagaille. Paris n'est pas un bourg naze, elle est bohème et riche et très bourgeoise. Elle se donnera peut-être à vous, un peu sournoise.
peut-être à vous, Pierre-Yves Bournazel. Bravo. Merci. Monsieur Bournazel, merci beaucoup d'avoir été notre deuxième invité. Merci pour votre temps, votre campagne qui va durer, qui fait que commencer d'ailleurs. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez tous et toutes encore vous inscrire sur les listes électorales si ce n'est pas encore fait. Le premier tour du scrutin aura lieu le 15 mars. Et pour conclure et avoir le dernier mot, je laisse Olivier. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus ce soir. J'espère que ce format vous a plu. On espère. Il faut savoir qu'on veut continuer l'expérience et que le mois prochain, il y aura un autre événement. Donc, restez informés si vous voulez continuer à poser de super questions à nos candidats. Qui est-ce? Ça, c'est la surprise. Je peux vous dire que a priori, ce sera un tout petit peu plus délicat pour moi. Je veux pas trop avancer, mais il y aura peut-être une autre ambiance, quoi. Et peut-être. Ça dépend de vous. Mais on ne sait pas encore. Bref, j'ai des infos, je vous dis rien. Je vous dis rien. Restez au courant, il faut avoir les newsletters de la Climate House, voilà, être informé, tout ça. Et en attendant, parce qu'on aime bien accueillir à la maison, il y a quand même un peu de boisson, un peu de nourriture derrière. Et il me semble que vous restez un petit peu avec nous pour que vous puissiez aussi poser vos questions directement à M. Bournazel. Donc merci beaucoup à tous et à très bientôt.